Voilà. Donc sur les bassins et les races, bon, ce qu'on peut dire hein, sur les races françaises, c'est qu'il y a trois types de races. Une race à très gros effectifs, la Laconne, une race moyenne, la Manège tête rousse, 280 000 brebis, et puis après trois races de plus petits effectifs, à peu près aujourd'hui au même niveau. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, mais aujourd'hui au même niveau d'effectifs, 80 000 à peu près. Et en fait, ce sont les 5 races qu'on présente habituellement parce que ce sont les 5 races qui ont des schémas de sélection. Donc je ne parle pas de Tony Marteau ni de Brigasque, c'est pas par racisme ni autre, mais c'est parce qu'on ne travaille pas avec eux parce qu'il n'y a pas de schéma de sélection. Voilà. Bon, mais ça, oui. Ouais, en fait, c'est quoi la différence entre manège tête rousse et manège tête noire? Parce qu'on voit bien qu'il y a une grosse différence d'effectifs. Et qu'est-ce qui fait que la manège tête rousse est plus nombreuse que l'autre? Eh ben, initialement, en France, il y avait essentiellement des manèges tête noire. Après la guerre, quoi. Enfin, avant, voilà. Et puis qui était surtout dans la montagne, qui était plutôt au niveau de la montagne. Et puis il y a eu beaucoup d'importations, plus ou moins en contrebande, alors ça s'appelle des lachas tête rousse venus d'Espagne. Et en fait, et donc c'est devenu en France des manèges tête rousse, mais au départ c'est la même race. Et donc l'élevage, je pense que c'est ça, hein, Emmanuel pourra compléter, où l'élevage s'est développé dans les coteaux avec cette race-là, cette race, disons, de tête rousse. Et donc sur l'évolution récente, on va dire sur les 30 à 40 dernières années, la manège tête rousse a augmenté en effectif, parce que sur des zones peut-être plus faciles, et puis les élevages se sont installés, se sont agrandis dans ces zones de coteaux où il y a beaucoup des manèges tête rousse. Mais enfin, il y a aussi les manèges tête noire dans ces zones plus faciles, moins difficiles. Et par contre, la manège tête noire qui était, alors les chiffres je ne m'en souviens plus, mais qui devait être à 200 000 hein, il y a 40 ou 50 ans, même plus, ben, petit à petit a diminué, poussé par la tête rousse un peu plus productive et qui gagnait du terrain. Et puis voilà, c'est l'explication. Alors, en termes d'effectifs, alors Catherine et Emmanuel, ils présentent les effectifs très sérieux par département ou par région, je ne sais pas. Moi, je vais faire une approche différente. Bon, c'est pour que vous ayez une vision différente. C'est pas à partir des béliers des béliers qui sont déclarés dans le système d'information, dans SIOL, ou par l'IPG, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il est possible, enfin, dans le cadre de l'IPG, sans que ce soit obligatoire, il est possible de déclarer les inventaires de béliers dans les élevages, au vin allaitant ou au vin laitier. Voilà. Et donc, quand on regarde les béliers, alors c'est une image qui n'est pas forcément fidèle, mais en gros, il y a 15 000 béliers lacones. Alors la cône, ah oui, alors voilà, il faut que je précise. Donc comme aujourd'hui vous êtes hors bassin traditionnel, là, donc en fait je fais la différence entre les bassins traditionnels Pyrénées-Atlantiques, Rayon de Roquefort, alors bon c'est les quelques départements autour de l'Aveyron, et Corse, et puis le reste, le reste. Donc sur la zone Roquefort, il y a 15 000 béliers, sur la zone Pyrénées-Atlantiques, il y a 10 000 béliers, sur la zone Corse, il y a un peu plus de 2 000 béliers. Et vous voyez chaque fois les races dans la zone de Roquefort, c'est que de la Laconne, hein, à part 3-4 bricoles, c'est que de la Laconne. Et dans les zones en Pyrénées, c'est des races ovines laitières des Pyrénées, la basco-bernaise, tête noire, tête rousse, et puis bon, la manèche non différenciée, et puis des Lacones quand même. Il y a peut-être 70 troupeaux Lacones, j'espère que je ne me trompe pas. Et en Corse, c'est alors là, le chiffre est pas bon. Le chiffre, je ne sais pas pourquoi. Sard de Corse croisé, oui. En fait, le gros chiffre, ce sont des Corses. Je ne sais pas pourquoi, là, oui, j'ai dû faire une erreur, mais c'est pas très grave. Et après, quand on est hors bassin, moi j'ai 800 béliers qui sont déclarés. Alors je pense qu'il y en a plus, et vous verrez pourquoi il y en a plus. Voilà, c'est pour dire que des fois, l'information, elle donne une idée, mais il faut essayer de savoir faire la part des choses. Et donc, hors bassin traditionnel,
2 tiers des béliers, ce sont des lacones. C'est à la limite, c'est ça que je voulais montrer. Et puis après, la race qui est finalement la plus importante, c'est la basco-béarnaise. Puis la tonne et marteau, etc. Et donc, maintenant, si on regarde que les béliers hors bassin, donc ça, ce sont les nombres de béliers déclarés par département. Et en vert, c'est là où il y en a plus de 20. Alors là, il n'y a pas les départements des bassins traditionnels. Hein. J'ai pris que les autres départements. Et alors, donc, par exemple, si on va sur les Ardennes, c'est ça les Ardennes. Hein. Ah oui, il faut que je mette mon truc là. C'est là où il y a le 2. C'est là où il y a le 2, ouais, il y en a 2. Alors, je suppose que, je ne sais pas s'il y en a que 2 ou pas. Mais, et donc, les 3 races qui sont un peu, qu'on retrouve dans plusieurs départements, mais c'est ce que je disais, il y a la basco-béarnaise, qui parmi les races des Pyrénées est la plus, qui s'exporte le plus. Beaucoup plus que la tête noire et la tête rousse, qui sont soit dans le, enfin, voilà, qui sont dans peu de départements. Alors que la basco-béarnaise, je n'avais pas cette vision. Je l'ai fait pour la présentation là et ça m'a surpris. Alors évidemment, il y en a beaucoup en Haute-Pyrénées, des basco-béarnaises, parce que c'est frontalier, ça c'est vrai. Mais après, voilà, il y en a dans plein de départements. Après, il y a la tonne et marteau. Alors évidemment, c'est en Savoie essentiellement, mais il y en a aussi dans beaucoup de départements. Et puis la brigasque. Alors la brigasque, alors vous allez voir que la brigasque, elle n'est pas dans ces départements traditionnels du 06. Vous allez voir pourquoi. Donc je passe la diapositive. Et là, je fais le lien avec les diapositives que présentent Emmanuel et Catherine, donc la diapositive sérieuse, où là on a une vision de l'élevage au vin laitier en France. Alors dans cette carte, évidemment, il y a les bassins traditionnels, donc c'est pour ça qu'il y a. Voilà. Par contre, alors la carte à gauche, c'est la même carte que celle de la diapo précédente, mais en plus petit. Donc en fait, on retrouve bien la zone blanche qui est entre cette zone-là, là, hein, voilà, où il y a pas beaucoup de brebis laitières. Et par contre, vous allez me dire, c'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais je vous le dis quand même, on retrouve 2 zones blanches, une en Bretagne et une en PACA. Voilà. Et donc en Bretagne, les gens ne déclarent pas les béliers dans l'IPG pour des raisons particulières. Et en PACA, les gens ne déclarent pas ou déclarent peu les béliers dans l'IPG pour des raisons particulières différentes de la Bretagne. Et c'est ce qui fait le fait qu'on a quasiment personne qui déclare ici, qu'on n'a pas de, par exemple, de brigasque, qu'on n'a pas de brigasque dans le 06. Voilà. Alors pour plonger plus dans la sélection, donc il y a 2 éléments importants sur l'amélioration génétique des brebis laitières en France, qui n'étaient pas du tout évidentes au départ. Ces éléments n'étaient pas évidents, mais la stratégie s'est affinée. Donc la stratégie, ça a été de sélectionner les races locales dans leur milieu de production. Et en plus, ces races locales ont été mises en relation avec les AOP qui sont dans les différents bassins. Donc les AOP sont liés aux races locales, mais ça c'est peut-être venu un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, l'amélioration génétique est basée sur la sélection des races locales. C'était pas évident au début puisqu'il y a eu des importations de sang exogène, hein, dans le rayon de Roquefort, du sang frison, sarde. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a eu des frisonnes, là ils appelaient ça des frises. Et en Corse, par exemple, il y a eu il y a eu pas mal de sardes qui sont venus, puisque la Sardaigne est un gros troupeau de brebis laitières en Sardaigne, juste en dessous de la Corse. Donc en fait, il y a eu des essais d'importation de brebis étrangères plus productives au départ. Et puis bon, voilà, l'amélioration génétique évoluant, les organismes ont fait que finalement, c'est sélection des races locales. Et donc l'idée, c'est de faire une sélection à l'échelle de la population et pas uniquement à l'échelle de quelques sélectionneurs qui souhaitent vendre des reproducteurs, comme ça peut exister, hein, dans certains cas, hein, dans d'autres espèces, d'autres filières. Donc là, vraiment, l'idée, c'était de construire le schéma de sélection pour que ça puisse diffuser au niveau de toute la population. Et donc l'autre élément qu'il y a sur cette diapositive, c'est que, et ça on le voit quand on voit ce qui se passe à l'étranger ou même en France dans certains schémas, une sélection efficace, une sélection efficace
ça nécessite un investissement collectif très complexe. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de claquer des doigts, bien qu'on ait les outils techniques, hein, l'indexation, on a des outils, on a plein de choses, mais voilà, la mise en forme collective est très compliquée et probablement du fait de l'atomisation des structures de production, puisque bon voilà, il faut que tous les élevages acceptent de se plier aux règles collectives, et puis aussi l'atomisation des organismes techniques et économiques qui gravitent autour. Donc les gens qui font des études là-dessus, enfin, au sens plus gestion sociologique, ça n'a rien à voir avec Renault, quoi. Avec Renault, il y a un PDG, c'est une seule structure, donc ils peuvent arriver à faire Renault ou d'autres, hein. Là, c'est vraiment compliqué l'atomisation, et c'est ce qui fait, par exemple, en Grèce, il n'y a pas vraiment de schéma de sélection. En Italie, pas vraiment non plus. En Espagne, ils y arrivent un peu, mais c'est pas évident, et il y a surtout eu beaucoup de sang étranger, enfin de races exogènes qui sont arrivées en Espagne. Donc la France a réussi grâce à l'État, hein, au départ, grâce à la loi de l'élevage, aussi grâce à l'industrie qui a beaucoup aidé à Roquefort, qui a vraiment aidé, et puis après ça s'est diffusé dans les autres bassins. Mais une sélection efficace en brebis laitière, en tout cas, c'est vraiment pas évident, il faut un gros investissement collectif. Donc les outils de sélection. Alors, on va dire qu'il y a trois principes de base qui ont nourri la conception des schémas de sélection en France. Euh, et, et alors, c'est là, oui, ça c'est un truc que j'ai rajouté pour aujourd'hui. Du coup, les programmes de sélection ils sont très originaux, très originaux. Alors là, je dis pas ça. Moi, j'ai pas du tout été à l'origine, hein, donc je suis complètement en dehors. Mais les gens qui ont fait ça ont vraiment eu des idées originales et du coup, ils sont incompris. Ils sont incompris, notamment par rapport au bovin lait ou au caprin lait, quoi. Et comme vous êtes en dehors des bassins, que vous n'avez pas forcément, hein, c'est pas une critique, hein, mais vous n'avez pas l'historique et de cette cohérence-là, ça peut certainement vous surprendre. Surtout pour les caprins, quoi, les zones, les conseillers caprins. Donc le premier principe, c'est l'optimisation dans l'espace avec un schéma pyramidal. Donc ça, je vais vous l'expliquer dans la diapositive qui suit. Le deuxième principe, c'est l'optimisation dans le temps des critères des objectifs et des critères de sélection. Donc c'est la progressivité des outils. Donc qu'est-ce que je veux dire par là et en quoi c'est original? C'est que au début, les races, bon, ça commençait à Lacan, on va dire, mais les autres races aussi, ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du lait. C'était pas parce que c'était des méchants productivistes, c'est parce que c'est ça qui allait permettre de développer la production et de faire que les élevages soient viables, vivables, etc. Et après, il y a eu d'autres critères, donc ça, il y a tout un chapitre là-dessus, la richesse du lait, etc. Et au début, par exemple, les bovins laitiers, car dans les années 60, on dit non, il faut que les ovins laitiers ils fassent du contrôle de la production laitière et aussi de la richesse du lait. Et donc là, les ovins laitiers, à l'époque, ont tenu bon, on dit non, la richesse du lait, ça ne nous intéresse pas en soi pour construire quelque chose. Et puis le troisième principe, c'est l'optimisation technique et économique des outils de sélection. Alors, l'amélioration, la sélection en brebis coûte cher, et donc il est nécessaire d'optimiser. C'est-à-dire on peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire la même chose qu'en vache. Et ça, je vais l'expliquer juste après, vous le comprendrez. Donc sur le premier principe, l'optimisation dans l'espace, donc c'est le schéma pyramidal, qu'on retrouve peut-être ailleurs, hein, enfin qu'on retrouve en Caprin en tout cas, mais qui est quand même mené de manière assez stricte avec un noyau de sélection chez qui on concentre les outils de sélection principaux. Et ce noyau de sélection, donc, par exemple, on fait du contrôle de performance officiel et on ne le fait que là, parce que c'est coûteux de faire du contrôle de performance officiel. Donc on le concentre vraiment chez les gens qui vont créer la génétique. Et donc on limite ce noyau de sélection à 20% de la population totale. Bon, le 20%, ça vient d'optimisation à l'époque, mais ça reste toujours valable.
Et donc, les gens qui font du contrôle de performance officiel, il n'y en a pas plus de 20%. Alors des fois, il y en a un peu plus, mais voilà. Alors que par exemple, en bovin laitier, ben, il peut y avoir du contrôle officiel partout. Même si les élevages ne produisent pas de taureaux, ne sont pas sélectionneurs. Et donc les autres élevages qui ne font pas du contrôle laitier officiel ou du contrôle de performance officiel, on les appelle utilisateurs, c'est-à-dire ils utilisent la génétique produite par les sélectionneurs. Et l'idée, c'est que ce 20%, il permet de créer suffisamment de génétique pour approvisionner, alors soit en insémination, soit en bélier de monte naturel, tous les élevages commerciaux utilisateurs ici. Lesquels peuvent, s'ils veulent, c'est devenu une nécessité à un moment donné, faire un contrôle laitier, mais qui va rester simplifié. Donc le but n'étant pas de faire de la sélection, en tout cas pas de la sélection collective, mais plutôt de faire de l'appui technique. Donc là, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc le schéma pyramidal, les flèches, elles vont toutes vers le bas, c'est-à-dire il y a une discipline qui fait que les gènes, ils vont des sélectionneurs vers les autres. Ça remonte jamais. Et puis, alors aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais à l'époque, donc, il y a eu la création des centres d'élevage. Alors, je sais pas pourquoi il y a marqué station de contrôle individuel. Ah oui, je sais pourquoi. Donc, en fait, en ovin laitier, il n'y a pas de station de contrôle individuel comme en ovin viande. Ce sont des simples centres d'élevage. Et puis après, des centres d'IA. Pourquoi il y a des centres d'élevage qui n'existaient pas vraiment en bovin? C'est parce qu'en bovin, on peut faire sans taureau, alors qu'en ovin, on ne peut pas faire sans bélier, puisque même quand on fait de l'IA, il faut des béliers. Donc le deuxième principe sur les objectifs de sélection, j'en parlerai plus tard. Et donc le troisième principe, c'est l'optimisation technique et économique. Et donc la première optimisation, c'est sur le contrôle laitier. Alors bon, là, je ne vais pas remonter en arrière, mais voilà, l'optimisation, ça consistait à dire le contrôle de type A4. A4, ça veut dire tous les mois, toutes les 4 semaines, le soir et le matin. Voilà, on fait le soir et le matin. Et voilà, alors à nos vins laitiers, il y a très longtemps que le contrôle laitier ne se fait que sur une traite. Alors, à l'occurrence, à la traite du matin. Et après, on calcule le lait jour en multipliant par un coefficient au contrôle troupeau. Donc voilà, là, c'est clair et net que très, très rapidement, pour des questions de coût, des questions d'organisation, que moi, je n'arrive pas à comprendre comment les contrôles laitiers caprins arrivent encore à faire du soir-matin. Pour moi, c'est un mystère, c'est un mystère, mais voilà, c'est d'un point de vue économique que je parle. Hein, mais, et ce type de méthode, bon, ça s'appelle AC, hein, c'est en faisant que le matin, d'un point de vue génétique, c'est complètement pertinent, quoi. Il y avait, pardon, Oui. Jean-Michel, il y avait une question de Laurent qui demandait comment est renouvelé le noyau de sélection, donc sur ta diapo d'avant. Ben, le noyau de sélection, alors, ben, il est renouvelé par, en gros, par des départs à la retraite ou des gens qui abandonnent, qui arrêtent, quoi. Donc, Oui, par exemple, en Laconne, sur 370 sélectionneurs, tous les ans, il y en a 8 à 10 de nouveaux. Dans les Pyrénées, c'est un peu la même chose. Et donc, ce sont des éleveurs qui sont en CLS, donc qui sont déjà dans un système habitué à gérer les mises bas, les carnets d'agnelage et compagnie, qui rentrent à noyau de sélection. et donc ils sont simplifiés avant pour intégrer le noyau en officiel. Oui. Mais comment ils sont choisis les animaux ont suffisamment de références ou suffisamment de performances connues pour les intégrer au noyau Ben ça, officiel? c'est une grosse question. Alors déjà, il faut que d'un point de vue, alors c'est surtout dans le rayon de Roquefort, enfin à Laconne, il faut que d'un point de vue sanitaire, il soit indemne de Visna, de Border. Donc il y a le côté sanitaire qui est très important. Et puis après, ben, c'est des techniciens qui repèrent des éleveurs qui sont prêts à s'engager à faire le contrôle de performance officielle, à être sérieux entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sérieux, mais vraiment à respecter les règles du schéma collectif. Et, et après, il se pose la question de savoir s'il faut prendre des éleveurs plutôt performants ou pas. Alors le problème, c'est que performant, c'est sur le lait. Or aujourd'hui, le critère de sélection, il est beaucoup plus large que le lait. Alors ça, les réponses, elles dépendent des races et elles dépendent
Voilà, moi, ce que je conseille, c'est de prendre des éleveurs représentatifs. Et donc, un éleveur qui produit pas beaucoup de lait, mais qui est quand même technique et sérieux, c'est-à-dire qui, s'il produit pas de lait, il le fait de manière non subie, mais voulue. Je pense que ça vaut le coup de le prendre, parce que le noyau de sélection doit représenter quand même la population. Si possible, évidemment, c'est jamais le cas, mais au maximum. Donc il faut que le noyau, que les sélectionneurs soient représentatifs de l'ensemble de la population. Et donc, quand on n'est pas sélectionneur, on peut faire un contrôle laitier simplifié. Donc c'est celui qui est fait, entre autres, hors bassin, mais qui n'est pas fait que hors bassin, qui est fait de manière majoritaire dans le rayon de Roquefort, par exemple. Et donc là, c'est un contrôle tout à fait libre, flexible, où on peut faire 2, 3, 4 contrôles par an, enfin passage par an. Donc 4, c'est quand même mieux. L'objectif étant de faire une sélection intra-troupeau, là ça c'est rien de collectif, donc être capable de voir quelles sont les brebis les moins performantes pour les réformer, et les 2 tiers de brebis les meilleures pour garder du renouvellement. Mais c'est vraiment un outil de suivi technique du troupeau. On pourra peut-être en parler un petit peu après. Bon, alors après, il y a... Alors, évidemment, j'en ai pas encore... Enfin, je l'ai juste évoqué, la progressivité des objectifs de sélection. Donc, au début, on ne fait que le lait. Mais quand le schéma devient efficace, inévitablement, les taux se dégradent. Voilà. Et donc, il faut quand même, à un moment donné, dire, ben non, on va intégrer la richesse du lait, mais dans un deuxième temps... voilà, mais l'intégrer, c'est pas évident. Alors pourquoi et c'est là où on est toujours sur l'optimisation technico-économique, c'est-à-dire que à nouvelle laitier, mais c'est vrai aussi en caprin, et ça fait partie aussi de mes incompréhensions. C'est vrai à nouvelle laitier, les tailles de troupeaux sont importantes et les vitesses de traite sont élevées. Et donc le contrôle qualitatif est coûteux à mettre en œuvre. Quand par exemple, si on regarde par rapport à la marge brute par animal, quoi. Alors deux raisons pourquoi c'est compliqué. Comme ça va très vite, eh bien en général, pour faire du contrôle qualitatif, il ne peut pas y avoir un seul contrôleur laitier dans la salle de traite, il faut être 2. Donc un qui s'occupe des prélèvements d'échantillons et l'autre du lait. Enfin, ils s'organisent, mais en tout cas, il faut qu'ils soient 2. Alors qu'en vache, on peut imaginer que ça va quand même suffisamment lentement pour qu'une personne y arrive. Et ensuite, en nouvelle laitier, quand vous avez 400 brebis, si vous voulez faire 400 échantillons, ben le coût de l'échantillon, c'est le même en brebis, en chèvre, en vache ou dans n'importe quelle espèce. C'est autour de 80 centimes ou je ne sais pas. Et donc, c'est différent quand on doit faire 40 ou 50 vaches sur un troupeau et quand on doit faire 300 ou 400 brebis dans un troupeau. Donc, il était vraiment nécessaire de rationaliser. Et la rationalisation, elle s'est faite dans plusieurs lignes, plusieurs directions. Alors d'abord, il s'agissait de s'intégrer dans le contrôle qu'on appelle AC. C'est la méthode qu'on utilise, la méthode AC, qui était basée sur une seule traite par jour. Bon, donc quand on fait le lait, qu'on contrôle la traite du matin ou du soir, on multiplie par un coefficient pour retrouver le lait du jour. Ça, c'est pas de problème. Par contre, sur les taux, il n'y avait pas ce même type de coefficient, c'était pas évident. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de faire strictement à la traite du matin, tout le temps à la traite du matin. Donc, tous les sélectionneurs, ils prennent des échantillons le matin. Voilà, c'est plutôt ici, la composition du lait et les cellules, ça se fait que le matin. Voilà. Et donc le fait que tout le monde, toutes les brebis soient faites le matin, ben ça fait que d'un point de vue génétique, tout le monde a le même caractère. Le taux le matin, et donc d'un point de vue génétique, c'est pertinent. Et ensuite, ce qui a été dit, c'est qu'on ne va pas faire tout le troupeau, mais on va faire que les premières lactations. Donc en Laconne, ça a commencé comme ça. Et si on est un peu riche, on fait aussi les deuxièmes lactations. C'est le cas des Lacones. Par contre, en Corse et en Pyrénées-Atlantiques, ils ne font que les premières lactations, toujours. Voilà. Ça, c'est donc la deuxième direction de simplification. Et la troisième direction, ça a été de dire, au lieu de faire des taux à tous les contrôles, donc les 6 ou les 7 contrôles par saison,
passage, eh bien, on va en faire que pendant la période la plus représentative d'un point de vue génétique, la plus pertinente. Et il se trouve que c'est le milieu de lactation, c'est-à-dire, en gros, à partir du deuxième contrôle, donc deuxième, troisième et quatrième. Donc l'idée, c'est de faire, objectif, faire 3 échantillons par brebis en milieu de lactation. Alors évidemment, comme les brebis, elles n'arrivent pas à la traiter en même temps, eh bien, il y a des aides à la décision pour savoir quelles sont les brebis. Donc, tous les passages du contrôleur, il peut y avoir des échantillons, mais par contre, il y a certaines brebis où on les échantillonne plus parce qu'elles ont leurs 3, et d'autres qui n'ont pas les 3 qu'on échantillonne. Voilà, donc il y a vraiment eu tout un travail là-dessus et qui est respecté. Qu'est-ce que j'ai voulu mettre là? Voilà. Alors, donc oui, c'est un peu la conclusion. Alors du coup, les variables d'indexation pour les taux et les cellules, ce sont les taux et les cellules au matin. Donc c'est pertinent, mais on comprend bien que pour faire de l'appui technique, c'est pas le taux de l'élevage, puisque c'est le taux que sur les premières lactations, que le matin. Voilà, donc on ne peut pas faire d'appui technique avec ça. Donc c'est sur une partie du troupeau. Seule une fraction des contrôles soumis à l'échantillonnage. Mais du coup, en faisant ça, on économise à peu près 85% des contrôles par rapport à la méthode A4 qui est soir-matin, tous les contrôles. Donc on voit qu'il y a quand même une économie considérable pour une perte de précision qui est somme toute assez faible, quoi. Et qu'on peut facilement, quand on veut indexer des béliers par exemple, il suffit de faire un peu plus de doses d'insémination de la première année pour que le bélier il ait 3-4 filles de plus ou 5, et cette perte de précision liée au contrôle de performance, il la rattrape. Mais voilà, c'est ce que je disais, les taux du contrôle laitier ne sont pas valides pour une utilisation en appui technique. Et par ailleurs, ce que je dis, alors de manière un peu provocante, mais pas méchante, mais c'est que les taux individuels, ils ne sont pas comparables entre brebis. Et donc, pour les leveurs, ils ne sont pas vraiment utilisables simplement pour la sélection. Donc les taux, on les utilise pour l'indexation avec plein de corrections différentes qui fait que c'est pertinent. Par contre, un éleveur, quand il a des taux, il ne peut certainement pas en faire grand-chose. Par ailleurs, il y a un risque qui n'est pas négligeable, et à l'époque, ça avait beaucoup prévalu, de mauvaises décisions de la part de l'éleveur. Par exemple, à Laconne, il y a eu une période dans les années 80, début des années 90, où les taux étaient bas, donc il fallait remonter les taux. Donc, si les éleveurs avaient eu les informations de taux, eh bien, ils auraient peut-être gardé les brebis qui avaient les taux plus élevés et réformé les brebis qui avaient les taux les plus bas. Ce qui est évidemment complètement contre-productif parce qu'on ne sélectionne pas des taux, on sélectionne des quantités de matière en brebis. L'objectif de sélection, je le redirai tout à l'heure, c'est d'avoir plus de quantité de matière pour faire plus de fromage. Le taux, c'est une histoire de rendement, donc c'est autre chose. Et donc, du coup, en brebis laitière, les taux ne sont pas diffusés aux éleveurs. Ni les index taux, ni les taux élémentaires. Ce qui, je sais, pose un problème par rapport à des zones pas habituées et qui sont sur des logiques caprines. Et ça pose strictement aucun problème, quoi. Ça, personne ne nous le demande. Alors, par contre, on diffuse les cellules. Parce que si je dis que utiliser les taux, ça n'a pas de sens et on risque même de faire des bêtises. Par contre, utiliser des cellules pour réformer des brebis très très excrétrices, alors là, c'est complètement pertinent, ça. Ne serait-ce que pour des histoires pas génétiques, là, mais des histoires économiques de paiement du lait. Bon, n'hésitez pas. Alors après, là, je vais passer vite sur le centre d'élevage des jeunes béliers. L'intérêt, c'est que c'est un lieu de passage des béliers dits génétiques et que ça permet de donner à l'acheteur une garantie sanitaire et génétique. D'où l'intérêt, je pense, d'aller acheter des béliers au centre d'élevage. Voilà. Alors après, on peut aussi acheter au sélectionneur, mais le centre d'élevage. Alors les Pyrénées, c'est un peu spécial parce que les Pyrénées, c'est beaucoup basé sur des ventes de gré à gré, d'éleveur à éleveur. En tout cas, ce qui est important, c'est d'acheter chez des sélectionneurs. Et puis, oui. Non.
Et puis le centre d'IA, bon, mais là, voilà, la différence, vous la connaissez certainement par rapport au bovin, c'est qu'on insémine, alors si, c'est quand même important de dire ça, l'insémination se fait en semences fraîches, fraîchement, faiblement diluées. Donc un bélier, il fait peu de doses par jour, hein, il va faire 10, 20 doses. Et donc l'insémination d'un jour se fait avec les béliers qui vont donner de la semence ce jour-là, donc de la semence qui en plus a une motilité, une concentration suffisante pour être gardée. Et donc c'est évident que les éleveurs ne peuvent absolument pas choisir les béliers. Donc dans un schéma au vin lait, les éleveurs, ils prennent le thermos d'IA qu'on leur amène. Ils ne peuvent pas choisir. Il n'y a pas un catalogue comme en bovin où ils disent moi je veux tel taureau, etc. C'est pas. Alors, c'est certainement un plus pour le schéma. À mon sens, peut-être je me trompe, hein, je ne sais pas, mais pour moi c'est un plus parce que du coup, le schéma a une seule direction qui est le critère de sélection officiel de l'OS. Ça s'appelle ISOL, Index synthétique au vin lait. Et donc les éleveurs, qu'on soit sur des béliers ou des brebis, on sélectionne sur l'ISOL. Tout le monde va dans la même direction. Alors qu'en bovin, l'impression que j'ai, je ne connais pas beaucoup, mais quand même en discutant avec les collègues, enfin on connaît un peu quand même, eh bien les éleveurs ils vont dire tiens moi je veux ce bélier parce qu'il a des taux, je veux ce bélier parce qu'il a de la mamelle, ceci, cela. Et donc du coup ça fait voilà ça dilue le critère de sélection dans des choix individuels. Et alors moi je dis cela évite aussi aux éleveurs de se leurrer. Bon, je ne sais pas si j'ai raison encore une fois, hein, mais j'ai l'impression que les éleveurs se leurrent en disant je veux ceci, je veux cela. J'ai quand même l'impression que le critère de sélection, quand il est bien, qu'il est varié, quoi, avec beaucoup de critères, il est quand même pertinent pour tous les éleveurs. Pour moi, hein, je pense. Donc en bovin, on donne aux éleveurs l'impression qu'ils choisissent, et oui, ils choisissent. Bon, je pense que c'est qu'une impression. Bon, comme prévu, il y a beaucoup de questions sur les béliers. Est-ce que c'était un sujet de discussion qu'on a déjà eu en équipe? Oui. Alors déjà, il y a une remarque de Rodolphe qui dit que en ovin viande, les éleveurs peuvent choisir leur bélier. Ça, c'était une info. Et ensuite, il y a deux questions. Est-ce qu'il y a des mesures sur les béliers en centre d'élevage? C'est la question de Laurent. Et la question de Juliette qui est arrivée, est-ce qu'il y a projet de pouvoir choisir les béliers? Cela pourrait développer l'envie des éleveurs d'aller vers l'IA. Si je peux rajouter, il y a aussi la question de la gestion des familles au niveau génétique. Oui, c'est vrai que j'en parle pas de ça, ouais. Mais ça, ouais. Tu as raison, on pourra le. Peut-être qu'il faudrait que tu explicites ça. Oui. Les deux questions d'abord. Oui, alors sur les béliers, alors en semences fraîches, je pense que c'est pas possible. Par contre, en semences congelées, ça c'est possible. Hein. Ils ont des semences congelées et là, il est certainement possible. Après, l'insémination en semences congelées, c'est quand même aujourd'hui, soit il faut faire de l'intra-utérine pour avoir de la fertilité, soit on a beaucoup moins de fertilité. Alors, je ne sais pas si ça se fait. Bon, en ovin viande, ça se fait un peu, l'insémination intra-utérine. Mais alors après, je sais pas, Rodolphe, comment ça se fait en ovin viande, c'est-à-dire que si on se situe par exemple, s'il y a un éleveur qui veut faire de l'IA, un jour où il est le seul à faire de l'IA, je me place, mettons, à Laconne, hein, par exemple, faire de l'IA, je sais pas moi, le 5 mars, et c'est le seul. En théorie, là, il pourrait, quoi, parce que là, par contre, s'il n'y a qu'un éleveur qui fait de l'IA, je pense qu'on doit pouvoir à peu près faire sauter les béliers. Peut-être pas tous, mais ça doit pouvoir marcher. Mais en fait, là où c'est impossible, c'est que on est dans des calendriers d'IA où il y a plein d'éleveurs le même jour. Et donc là, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible de faire ça. Alors, en fait, à Nouvelle-Laitier, il n'y a qu'un éleveur qui fait ça, c'est la Fage. C'est un élevage expérimental de la Fage, où là, ils choisissent les béliers parce que pour des histoires d'index particulier de lignée expérimentale. Mais je sais que, donc ils le font, les entreprises le font parce qu'ils jouent le jeu, mais pour eux, c'est compliqué. Pour eux, c'est compliqué, surtout en période, haute période.
Donc en fait, ce que tu dis, c'est que si je résume, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris, le choix des béliers, c'est pas possible tant qu'on est en semences fraîches. Ouais. Parce que voilà, il y a un bélier qui saute un jour et voilà, et donc on a la semence de ce bélier-là parce qu'on est en semences fraîches. La question du coup de Juliette derrière, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de semences congelées disponibles? Cela pourrait être un atout pour des régions éloignées des centres, comme la Bretagne, où l'IA en fraîche n'est pas dispo. Alors, ben, y en a disponibles. Après, ça se commande, hein. Par exemple, alors bon, là, Lucille pourrait le dire, il y a de l'exportation dans certaines zones de semences congelées. Mais ça, c'est prévu. Il y a une commande qui est faite et voilà. Bon, et donc, je pense que ça, oui, ils produisent de la semence congelée, oui. Et ils stockent un peu de semences congelées. Alors, c'est pas du tout pour la zone, mais pour hors zone, ça devrait pouvoir se faire, ouais. Mais avec des résultats moindres, du coup, c'est ça? Des résultats de fertilité? Eh bien, alors, par exemple, alors je sais pas, Lucille, tu pourrais dire, mais en Nouvelle-Zélande, ils font de l'intra-utérine. Ouais, et sur la réussite, on est quasiment similaire à de la semence fraîche. Oui, mais c'est de l'intra-utérine, ouais. C'est de l'intra-utérine. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des références sur la réussite, les résultats de fertilité en semences congelées sur les deux façons de faire? Ouais, sur l'intra-utérine, c'est ce que je disais, on est quasi similaire à de la semence fraîche en pose classique. Après, sur de la semence congelée en vaginale, on est C'est beaucoup plus pas, faible. entre 30 et 40% de réussite, et même peut-être pas. Beaucoup plus faible. Et la technicité, alors je pose des questions bêtes, mais vous avez le droit de dire que c'est des questions bêtes, mais la technicité de l'insémination en intra-utérine, c'est compliqué? C'est surtout qu'il faut une intervention vétérinaire qui est Oui, lourde, c'est avec une anesthésie locale, voire générale de l'animal. Ok. Non, c'est Oui, faisable, hein, c'est faisable, hein, mais Non, c'est mais Ouais. faisable. Je vois en région Pays de la Loire. L'intervenant national qui est Grégory Lemaître, qui est spécialisé là-dedans, en fait. J'ai pas entendu, on n'a pas entendu le début, Rodolphe, de ce que tu as dit. Moi, je connais un intervenant qui agit sur tout le territoire national, qui est Grégory Lemaître, qui, du coup, fait que de l'intra-utérine. Ah oui, non, mais ça se fait, hein, ça se fait, ouais. Mais bon, tu vois, là, oui, oui. Non, mais ça se fait, ça, y a pas de souci. Mais c'est lourd, quoi, hein, il faut. Ah oui, oui, non, Voilà, Après, il y a d'autres pays là où ils se sont complètement basés sur ça. Enfin, on a une apprentie à l'UPRA qui est partie faire un stage d'études en Irlande, et tout le schéma de sélection est basé sur l'insémination en intra-utérine en semence congelée. Mais bon, c'est pas du tout la même logistique que ce qu'on a nous sur zone, quoi. C'est pas du tout le même nombre d'insémination. Non. En Pays de la Loire, on l'utilise aussi, hein, l'intra-utérine là, pour les schémas. Tellement la race rouge de l'Ouest qui a des béliers dans l'Aveyron, et puis la semence passe via en congelé. Les résultats, comme tu disais, Juliette, les résultats sont fertiles du niveau de l'IA en semences fraîches. Mais il faut le faire en intra, quoi, hein. En cervical, on a eu presque que des échecs. Ouais. Mais ça permet quand même d'utiliser des béliers de haute valeur génétique avec cette technique-là. Alors il faut être du monde. Comme le disait Rodolphe, on a Grégory Lemaître qui le fait, hein. Je pense peut-être même qu'il y a peut-être un autre opérateur aussi dans la région. Mais il faut être pour le chantier, il vaut mieux être presque 3 personnes à côté, quoi. Et en termes de coût, vous avez une idée de la différence? Ouais, c'est abordable, ce que j'allais dire, je les ai pas. Laurent, c'est quoi le coût et c'est quoi le protocole du coup en fait? Enfin, quand tu dis faut être beaucoup, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, après, pour l'avoir connu, mais après, Laurent, tu pourras détailler aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même 2 personnes pour soulever la brebis, pour la mettre sur la table d'intervention. Il faut, et la maintenir, il faut quelqu'un qui prépare les semences et l'aspect administratif, et il y a Grégory qui intervient. Voilà, c'est sur ça. les brebis. Donc, il faut Ok. minimum 4 personnes, en fait. Et Et en après, termes de coût? et en termes de coût, je sais que c'est cher. Je crois qu'on peut tripler ou doubler, je crois, l'intervention, le prix.
Ouais, donc en fait, est-ce que ça vaut le coup par rapport à racheter un bélier qui vient du centre d'IA? On peut se poser la question en fait. Oui, c'est vrai que comme disait Laurent, c'est vrai que là, pourquoi je disais qu'après en bélier, en viande, on peut choisir, c'est qu'effectivement, pour avoir travaillé dans les schémas de sélection viande, euh, effectivement, à chaque période de lutte IA, on leur pond des catalogues, euh, des béliers qui sont en station, qui sont en centre d'assimilation, et qui, du coup, et des béliers qui sont congelés, et les éleveurs choisissent, alors s'ils partent sur du congelé, sur les catalogues congelés, s'ils partent sur du frais, sur les béliers en frais, quand c'est en frais, ils mettent un titulaire et un suppléant, toujours. Hmm. Et à partir de là, voilà. Après, quand c'est sur du congelé, donc c'est deux ateliers différents, du moins c'est deux jours différents, de toute façon, parce que les intervenants sont pas les mêmes. Et derrière, voilà, mais ils choisissent en fonction des familles, ils choisissent en fonction, voilà, comme dit Laurent, de tout ce qui est valeur génétique. Et quand on est sur du congelé, on est sur des béliers qui sont quasiment tous en beau. Voilà, ou élite, euh, parce qu'on va pas congeler du bélier qui est moyen moins, ça paraît évident. Voilà, mais voilà, donc à partir de là, c'est le congelé. Moi, je l'ai vu pratiquer que sur des éleveurs sélectionneurs. On est dans la pointe de la pointe. Ouais, puis on se pose la question parce que tu vois, effectivement, en Bretagne, j'ai une quarantaine d'éleveurs, dont 12 livreurs, donc potentiellement, bon, les transformateurs, ça va pas forcément les intéresser. Bon. Mais est-ce que sur 12 livreurs, on aurait de quoi organiser une logistique pour faire du congelé? Vu ce que vous venez de me dire, ça a l'air relativement compliqué quand même. Après, le frais, moi j'en ai eu fait aussi vu du frais. À l'autre bout de la France. Alors là, ça demande un timing à la minute, mais concrètement, ça se fait. Moi, j'ai vu fait des chantiers d'IA avec du frais. Effectivement, nous, en viande, les béliers sont effectivement à la glaine tous. Mais, la glaine est prélevée le matin et puis ça partait de suite. Et l'après-midi, on arrivait à faire des IA à l'autre bout de la France. Mais alors, ça Ouais, mais demande ça veut dire que t'as une très grosse logistique. ça veut dire que la logistique elle est grosse et puis surtout que les brebis derrière elles sont synchro en fait. Ah ben oui, ah ben là t'es obligé. Sauf que moi en Bretagne tous mes livreurs ils sont en bio. Ah ben là t'oublies. Bah ouais. Non mais là t'oublies. C'est-à-dire que quand on veut être sur du système frais comme là, voilà, et au bout de la France, oui, il faut que toutes tes brebis soient là. J'allais dire à la minute, mais même si c'est pas voilà, je vais dans l'extrême, mais concrètement c'est ça, c'est-à-dire que quand on met en place un chantier comme ça, c'est que oui, tout le monde est chronométré et puis il faut pas être inflammable, hein. C'est sûr que là, mais tout est chronométré. Ouais, donc en fait moi à part avoir de la semence congelée, l'organisation du chantier frais, c'est bien ce que je pensais, c'est que ça c'est pas possible quoi. Mais le congelé, tu es obligé de synchroniser aussi, hein. Ouais, tout est synchronisé, mais je veux dire Ah si oui. tu fais venir ta semence, je veux dire enfin tu peux essayer de faire un effet bélier, tu vois, il y a des choses qui peuvent se faire, c'est moins Non. ça reste complexe, mais c'est moins complexe que de faire venir du frais ou comme ils sont en bio, de toute façon, tu peux pas imaginer avoir des produits de synchro. Ah mais je t'arrête, le congelé, il faut que tu synchronises hormonalement. Tu peux pas avoir un effet bélier, hein. Bah ouais, c'est parce que tu fais venir Sinon, le mec non. d'ailleurs. Mais il y a Et ça, voilà. et puis concrètement, c'est quand même un coût. Si tu mets pas toutes tes chances de ton côté pour que ça fonctionne. Après, vous me dites, hein, si je dis des bêtises, mais concrètement, il faut quand même synchroniser hormonalement, sinon tu foires ton chantier, hein. Tu peux pas faire du brebis à la brebis, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas l'opérateur qui va venir. Ouais. En fait, c'est ça, c'est la problématique, c'est surtout la petitesse de la production et du fait que si on avait des inséminateurs à dispo, ça pourrait encore être faisable, mais là, c'est pas On n'est possible. pas sur un système bovin, hein. Bah oui, oui, oui. Ouais, non, c'est qu'en Caprin, on peut encore espérer le faire dans certaines conditions parce que bon, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, il y a quand même un peu plus de gens qui sont formés, mais effectivement, en ovin, on n'a personne qui est formé, donc on aura ce problème-là, ouais. Ok. Et Jean-Michel, du coup, tu n'as pas répondu à la question de Laurent qui était y a-t-il des mesures sur les béliers en centre d'élevage? Ah oui, oui. Oui, il y a des. Alors,
d'abord, enfin, les principales mesures, c'est autour de la production de semences. Et après, il y a des mesures d'aptitude fonctionnelle. Alors, soit des qualifications de dire tel bélier il va pas ou tel bélier il va. Alors, sur le dos, sur les aplats, sur les cornes. Et à la cône, il y a carrément des mesures. Hein, c'est-à-dire qu'ils mesurent, alors là, Lucille pourrait le dire, on mesure la ligne de dos, on mesure la largeur d'épaule, et puis on mesure des choses aussi sur les pattes, sur les aplats, sur les jarrets, sur les pattes tordues, etc. Et ces mesures donnent lieu à une indexation. Ça, c'est en Laconne. Et en Corse, il y a des mesures qui sont faites sur les cornes. Donc, pour éviter que les cornes rentrent trop dans la joue et soient trop serrées, que la corne se rapproche de la joue et risque de rentrer dans la joue. Donc, il y a des mesures d'écartement des cornes qui sont réalisées à partir d'une équerre. Et voilà, donc il y a ce type de mesures-là. Mais il n'y a pas des mesures de type station de contrôle individuel, des croissances, des échographies pour le gras ou pour le muscle ou pour des choses comme ça. Et Jean-Michel, pour que je comprenne bien, les béliers sont entraînés au saut et récoltés déjà en centre d'élevage avant d'entrer en CIA ou non, c'est pas le cas. Non. Enfin, si tu veux, ils sont en centre d'élevage. Après, bon, quand ils sont choisis, enfin bon, oui, on anticipe un peu, mais ils rentrent beaucoup de béliers en centre d'élevage. Ils choisissent, on va dire, sur index génomique, les meilleurs pour passer en centre d'IA. Et donc là, ils passent en quarantaine d'abord. Ouais. Et l'entraînement, je pense qu'ils commencent à entraîner quand ils sont en quarantaine. D'accord. Donc entre le centre d'élevage et le centre d'IA. Alors, une question sur les cornes pour savoir si c'est un caractère transmissible. Est-ce qu'il y a un effet à mesurer ce critère? Oui, c'est transmissible, oui, c'est héritable. Oui. Après, tout dépend ce qu'on mesure sur les cornes. Enfin, je ne sais pas quelle est la question. Est-ce que la question, c'est d'avoir ou de ne pas avoir de cornes? La question, c'est en fait sur ce que tu viens de dire, donc sur le fait qu'ils mesurent les cornes pour pas que ça rentre dans la joue. Est-ce que du coup, il y a vraiment un effet? Donc ça veut dire qu'il y a des lignées de mâles qui transmettent justement le fait que les cornes sont trop resserrées et que du coup ça rentre dans la joue et que du Oui. coup il y a vraiment un effet à mesurer Oui. ce critère-là chez les béliers qui rentrent? Oui, c'est assez héritable, c'est plus héritable que le lait. D'accord. On mesure des héritabilités autour de 40%, donc Ah on oui, peut, oui, c'est pas on peut sélectionner, oui, ça, ok. c'est censé marcher, oui, absolument, oui. Et du coup, on n'a pas fait la question d'Emmanuel sur les familles. Oui, ben, sur les familles. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu avais derrière en tête, enfin derrière la tête comme idée. Oui, évidemment, il y a il y a une gestion de la variabilité génétique qui est très importante, qui se fait à deux niveaux. D'abord au niveau des interdits. Alors ça, c'est les interdits, c'est notamment au niveau de l'insémination. Donc c'est pour ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles la semence fraîche, enfin le choix des béliers peut pas se faire. C'est-à-dire qu'avec les doses disponibles, on fait attention de ne pas mettre des béliers sur des apparentés proches en élevage. Donc Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le thermos d'IA va en élevage, il y a un bulletin d'IA qui dit tel bélier, il va avec telle brebis. Donc l'éleveur, au début c'était le cas, mais maintenant l'éleveur ne choisit pas. Hein. Il ne choisit pas, tiens, moi je vais prendre cette paillette pour telle brebis. Non, c'est déjà l'association est déjà faite. Et donc entre autres pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'apparentement proche. Et puis après il y a une gestion des familles assez stricte. Hein. Donc il y a des familles. Alors les familles c'est tout bêtement des familles de grands-pères paternels. Voilà, une famille, il y a un grand-père paternel, et puis après, les béliers derrière, c'est la même famille. Et donc, l'objectif, c'est d'équilibrer les familles pour faire en sorte que les familles se pérennisent, qu'il n'y en ait pas qui disparaissent, voilà, de manière à garder un équilibre. Et donc ça, c'est toute la gestion de la variabilité génétique, qui est bonne, hein, qui est bonne, qui est globalement bonne.
Bon, tu peux reprendre ton diaporama du coup. Voilà. Donc je reprends. Alors sur le contrat de sélection, donc alors oui, alors ces schémas de sélection, ils sont basés sur des contrats, alors soit des contrats signés, soit des contrats oraux, mais à la limite peu importe. C'est le côté collectif de la chose, un contrat de sélection. Donc qui permet, c'est la surveillance sanitaire des troupeaux. C'est la participation de tous les éleveurs dans les mêmes proportions. Alors avant, on disait à l'effort de testage, c'est-à-dire les jeunes béliers qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas s'ils étaient améliorateurs ou pas. Eh bien, tout le monde avait le même nombre d'inséminations dites de testage. Donc aujourd'hui, le testage en génomique, il est remplacé par une autre notion qui est l'entretien de la population de référence, mais on verra après. Mais l'idée, c'est qu'il y a égalité entre tous les éleveurs. Et de la même façon, les éleveurs se doivent obligatoirement de conserver un certain pourcentage de filles de jeunes béliers. Alors aujourd'hui, la question ne se pose plus trop, mais à une époque, elle se posait, c'est-à-dire les éleveurs, donc, ils subissaient en quelque sorte l'effort de testage. Donc ils avaient par exemple 40% de doses d'insémination de jeunes béliers de testage, parmi lesquels il y avait des bons et des moins bons. Et les éleveurs avaient tendance à ne pas garder les filles de ces jeunes béliers. Or, il faut les garder pour les connaître. Voilà. Donc, les contrats de sélection, c'est un peu ça aussi. Et puis, c'est le respect de la préemption des béliers par le collectif, c'est-à-dire que quand l'entreprise de sélection dit, ben moi, voilà, pour la génération d'après, je vais aller chercher les 7 béliers dans tel élevage, et en disant, voilà, celui-là, 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 eh bien, l'éleveur, il n'a pas, voilà, il n'a pas son mot à dire, quoi. C'est le schéma de sélection a le droit de préemption des béliers. Il y a le cas ultime, alors qui est le cas d'Ovitest. Bon, c'est qu'à Ovitest, il y a la notion de propriété collective des béliers. Donc ça fait partie de l'ADN d'Ovitest. Tous les béliers, y compris les béliers de monte naturelle du schéma, sont propriété collective de l'entreprise de sélection. Et puis après, ben, dans le contrat, c'est pratiquer le contrôle de performance officiel avec toutes ses lourdeurs, respecter le plan de monte, avoir un taux d'IA minimum, et puis de bien collecter les paternités. Et du coup, il y a une discipline collective qui est assez stricte et qui est respectée, qui est globalement respectée. Alors moi, en début de carrière, aujourd'hui ça se fait plus, mais il faisait des contrôles de monte. Donc en fait, il y a l'insémination, et après il faut attendre, bon, on va dire 7 jours avant de mettre le bélier, pour pas qu'il y ait des mélanges, quoi. Et donc, il y avait les entreprises de sélection envoyaient des techniciens vérifier le soir, des fois à l'improviste, à 20 heures, pour voir s'il n'y avait pas de bélier, mettons le lendemain de l'IA ou le surlendemain. Il y avait des trucs comme ça qui se faisaient. Je ne sais pas si aujourd'hui ça pourrait se faire. Je pense que le monde a évolué. Mais voilà, l'idée c'est que globalement ça soit respecté. Donc, quelques chiffres sur les schémas. Donc, par exemple, ici, le contrôle de performance. Donc là, il y a les 5 races. Et puis après, et la partie en bleu, c'est la partie en contrôle de performance officielle. Alors on appelle ça CLO, mais c'est aussi les pointages de mamelles. Et donc je vous avais dit au début que l'objectif c'était 20%. Et ce 20%, on le retrouve quasiment dans toutes les races. Il est un peu plus important en basco-bernaise, une race originale. En manège tête rousse aussi. Alors en Laconne, il est en dessous de 20 parce qu'il y a tellement de brebis, y compris des brebis hors bassin comme hors bassin traditionnel, qui gonflent le dénominateur en quelque sorte. C'est pour ça qu'on est à peine en dessous de 20. Par contre, à manège tête noire, on est en dessous de 20, mais là c'est subi. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en Corse, on est autour de 20%. Donc évidemment, plus il y a d'éleveurs sélectionneurs, plus c'est facile. Donc à Laconne, il y en a 380, il y en a 210 ou 205 en manège tête rousse, 85 en basco-béarnaise, c'est très bien, 32 en manège tête noire, c'est limite. C'est limite parce qu'on commence à être sur les histoires d'aléas. D'aléas, donc quand il y a peu d'éleveurs, peu de béliers, et, bon, les aléas jouent beaucoup plus et le hasard de la tartine qui tombe sur le mauvais côté peut se faire. En Corse, 50, ils se battent, c'est pas mal 50, mais ils se battent pour... voilà. Donc,
Pour vous qui êtes un ovin allaitant, enfin pour certains d'entre vous, ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais il y a quand même guère de miracle, quoi. Hein. C'est-à-dire, dans les schémas trop petits, on ne peut pas faire grand-chose. Après, soit on se le dit, soit on ne se le dit pas. Hein. On peut toujours ne pas se le dire, mais voilà. Alors, quelques chiffres sur la pratique de l'IA. Donc, ici, toujours les 5 races. Alors, là, vous avez le nombre d'IA qui est réalisé par race. Donc, par exemple, quand on voit Lacan, il y a 420 000 IA. C'est un autre argument dans la discussion qu'il y a tout à l'heure, c'est que on ne peut pas faire de la dinette, quoi. On ne peut pas faire de la dinette. Quand on a quelques IA, on peut s'amuser à faire de la dinette. Quand on en a 420 000, on ne peut pas. Ça, c'est le pourcentage en bleu d'IA dans les adultes, enfin, le pourcentage d'IA adultes, donc sur femelles adultes, dans le noyau de sélection. Donc, en gros, on voit que les 4 races hors Lacan sont à 50% d'IA dans le noyau de sélection. Vous voyez, là, 50, il est là. Par contre, à Lacan, on est plutôt à 85%. Ensuite, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est le pourcentage d'IA de diffusion. C'est-à-dire, parmi ces 417 000, quel est le pourcentage qui est réalisé hors noyau de sélection, en diffusion. Et par exemple, à Lacan, on voit qu'il y a 60% des IA, de toutes celles-là, qui sont faites chez des non-sélectionneurs. C'est assez important en manège tête rousse, c'est un tiers, à peu près un tiers des IA hors sélection. En basco-béarnaise aussi, un peu moins d'un tiers. Par contre, en Corse, il n'y a quasiment aucune IA hors noyau de sélection. Et en manège tête noire, il y en a très peu. Voilà. Puis après, ce truc du milieu, là, marron ou orange, c'est le pourcentage d'IA dans la population. Donc là, on n'est pas chez les sélectionneurs ou les autres, c'est dans l'ensemble de la population. Et à Lacan, on est autour de 40%, par exemple. J'ai pas compris la dinette. Ben, la dinette, c'est le choix des béliers, tu vois. C'est qu'à la phage envoie le domaine expérimental de la phage dit je veux tel et tel bélier, etc. quoi. C'est très compliqué. C'est ça que j'appelle la dinette. C'est-à-dire que oui. Ce que tu veux dire, c'est que vu le nombre d'IA qui sont concentrés sur quelques semaines, au niveau d'un centre d'IA, c'est des choses très organisées. C'est très organisé. Il y a 2 départs par jour souvent. Quand on est en saison, hein, vraiment en saison pleine. Et voilà, il faut aller les voir un jour comme ça pour voir que il faut pas rigoler, quoi. C'est très minuté. C'est souvent on espère parce qu'en plus c'est bon. Alors, par exemple, l'an dernier, période de canicule dans les Pyrénées, les béliers donnaient pas, quoi. Hein, donc il y a un stress terrible pour arriver à produire la semence. En plus, dans les Pyrénées, c'est là où c'est le pire, c'est très concentré parce que tout le monde veut soit partir en transhumance juste après, soit produire des agneaux à Noël, que à Noël et pas avant ni après. Donc, c'est compliqué. Et voilà, donc j'entendais votre discussion tout à l'heure, en semence fraîche, je parle. Hein, la discussion de la semence congelée, c'est autre chose. Mais voilà, je me disais, il faudrait qu'ils aillent voir un jour une journée un peu importante pour se rendre compte qu'on ne peut pas faire de la dinette, quoi. C'est ça que j'appelle la dinette. Voilà. Bon, ces graphiques-là montrent le nombre de béliers qui rentrent en centre d'élevage tous les ans. Donc c'est ce qui est en bleu. Donc par exemple, 3500 à Laconne, c'est sur les 2 centres, hein, le Bourguette et la Glaine. Alors les Pyrénées, c'est un peu différent. La Corse, il y en a 300 à 400 qui rentrent tous les ans. Alors dans les Pyrénées, c'est différent. Dans les Pyrénées, ils ne rentrent pas en centre d'élevage, ils restent chez les naisseurs jusqu'à ce qu'ils aient un index génomique et là, ils rentrent en centre d'élevage. Et donc par exemple, en basco-béarnaise, ils génotypent 250 béliers. Ils font le choix ici, ils en rentrent 60 ou 80, on va dire. Et parmi ces 80, quasiment tous vont atterrir à l'IA. Alors pas tous parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, mais voilà. Donc c'est un peu différent le système des Pyrénées. Et ça, c'est le nombre de béliers en rouge qui passent à l'IA. Donc on voit que par exemple à Laconne, il y a
les béliers qui passent à l'IA, c'est vraiment une fraction faible, 9% en l'occurrence, des béliers qui rentrent en centre d'élevage. Bon, c'est pour donner quelques chiffres, hein, je ne vais peut-être pas m'étaler plus dans le détail. Et donc, un centre d'IA en Auvergne, en termes d'effectifs, c'est ça. Donc, ce sont les béliers améliorateurs. Donc, par exemple, à Laconne, il y a 600 à 700 béliers sur 2 centres, dont 70 pères à béliers. Voilà, Manège-Tête-Rousse, il y a 315 béliers, dont 50 pères à béliers. Et il y a besoin de tous ces béliers parce que justement, on est en semence fraîche et parce que la saison d'IA est, à part à Laconne, où ça fait même à Laconne, c'est quand même très concentré, quoi. Même si ça s'étale, mais il y a des journées concentrées. Ça veut dire que les béliers ne restent pas longtemps en centre. S'il y a 9% de 3500, ça fait à peu près 300, 350. Et pour un total de 650 en tout, ils restent aux alentours de 2 années maximum en centre. Tu parles de ces 9% là? Oui. Non, alors, attends. Bon. Non, ces 9%, en fait, ce sont tous les béliers qui rentrent au centre d'élevage, parmi lesquels il y en a une dizaine de pourcents qui sont gardés pour l'IA. Et les autres, en fait, ils sont vendus aux éleveurs. Ils sont vendus à Juliette en Bretagne, là, par exemple, ou à vous, aux éleveurs qui achètent des béliers de monte naturelle. Oui, tout à fait. Donc, en fait, un centre d'élevage, il reste 6 mois, 7 mois, quoi. Oui. Mais ensuite, il ne reste pas longtemps non plus en centre d'insémination, parce que s'il rentre 350 ou 300 ou 350 par an, la cône. Alors, oui, alors effectivement, c'est là où, en fait, il reste 3 ans, parce que ça, 659, ce sont les béliers. Il n'y a pas les béliers de la dernière génération. Oui, c'est vrai que mon schéma est pas. En gros, tous les ans à l'IA, il y a. Alors d'abord, c'est pas 350, on va dire que c'est 300 béliers qui rentrent à l'IA. Donc tous les ans, il y a 300 béliers jeunes, agneaux. C'est les 300 qui sont là, hein, de l'année, et puis 600 et quelques béliers adultes. Donc effectivement, oui, tu as raison. On pourrait dire qu'il reste 2-3 ans, oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Oui, ta remarque, elle est juste. Un bélier, il reste, on va dire qu'il reste 3 ans à peu près en centre d'IA, 2-3 ans. Bon, les chiffres là, c'est ceux que j'ai présentés avant, donc je ne vais pas les présenter. Sur Siol, parce que je regarde l'heure, il n'y a plus beaucoup de temps, donc je vais passer un peu vite sur Siol. Je ne vais pas parler de Siol. Catherine et Emmanuel, vous me dites. Juste la diapo d'avant, encore avant. Ouais. Celle-là, peut-être juste dire voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et voilà, juste qu'ils aient l'info, mais sans rentrer dans le détail. Oui, donc Siol, c'est l'équivalent de Oval et de Siècle. Alors peut-être que la différence, c'est que dans Siol, on a mis de manière en communauté ceux qui servaient à la génétique et ceux qui servaient à l'appui technique, ou beaucoup de ceux qui servent à l'appui technique en tout cas. Voilà. Et voilà, c'est un système d'information. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour nous, c'est important, Siol, aussi bien pour ce qu'on fait en génétique que ce que fait Emmanuel et Catherine. C'est l'ossature sur laquelle on s'appuie, quoi, hein, et sur laquelle s'appuie le service global apporté aux éleveurs. Je vais parler du service global juste après, d'ailleurs. Alors, si ce qui est important, c'est que pour vous, c'est un outil collectif que vous pouvez utiliser si vous voulez, qui est accessible gratuitement, hors formation, c'est-à-dire il y a une partie formation, d'un jour ou deux, mais donc elle est payante, mais sinon c'est disponible gratuitement. Malgré tout, sous réserve d'adhérer, que l'organisme qui veut l'utiliser adhère au Comité national brebis laitières. En quelque sorte, c'est le droit d'entrée, parce qu'en fait, c'est certes un outil collectif, mais il y a eu un gros apport des organismes au vin lait, du Comité national brebis laitières au début et puis encore. Et donc, voilà, quelqu'un qui n'a pas participé à tous ces apports initiaux, pour qu'il puisse utiliser Siol, il faut qu'il
il faut qu'il adhère au CNBL. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et puis l'autre chose aussi, alors bon, sur tout ce qu'il y a autour, bon, si vous connaissez Siècle et Oval, il y a beaucoup de choses communes. Peut-être la chose la plus particulière, c'est qu'il y a un seul organisme régional arceaué, qui est l'Arceaué de Soual. Voilà. Alors, c'est vrai que ça tombait bien avec les organismes traditionnels, quand ça a été fait au tout début. Mais finalement, moi, je vois mes collègues en Caprin et en Auvin à l'étang, je pense qu'ils rêveraient d'avoir un seul arceaué. C'est une grosse optimisation technique et économique. Voilà. Donc, il y a effectivement un seul arceaué qui est l'Arceaué de Soual. Mais qu'on soit dans les Ardennes, à les Côtes d'Armor ou même dans la Drôme, on peut aller à l'Arceaué de Soual, il n'y a aucune contrainte technique. Et si jamais on vous dit qu'il y a des contraintes techniques, ayez un esprit critique. Voilà. Donc les organismes de sélection, alors ce qui est un peu particulier en Auvin-Lay, c'est bon, qu'on pourrait retrouver en Caprin, mais moins quand même, je pense, c'est la notion de service global, c'est-à-dire qu'il y a une certaine unicité, il y a une unité des organismes, on va voir dans le détail. Il y a une unité souvent du technicien, donc le technicien il fait le contrôle de performance, il fait l'insémination, il fait l'appui technique, donc il est, voilà, ce que je dis c'est pas complètement vrai, hein. Mais enfin sur le principe c'est un peu vrai, il y a un technicien responsable de l'élevage qui fait un peu tout. Alors, si on est dans les Pyrénées, par exemple, eh bien, c'est là où le service global est le plus abouti, parce que certes, on a deux organismes juridiques, le Centre Auvin et l'organisme de sélection ROLP, mais c'est les mêmes locaux, c'est les mêmes techniciens, voilà, c'est pas le même président, mais c'est vraiment les mêmes choses, quoi. Si on va en Corse, alors en Corse, ce que je mets ici là en gras, c'est les trois fonctions en quelque sorte, organisme de sélection, entreprise de sélection, donc schéma, et organisme de contrôle laitier. En Corse, organisme de sélection et entreprise de sélection, c'est la même chose. Là aussi, il y a deux organismes, deux structures juridiques différentes, avec deux présidents différents, mais c'est les mêmes salariés, c'est les mêmes personnes qui travaillent dedans, c'est les mêmes animaux, voilà. Par contre, le contrôle laitier est fait par les chambres d'agriculture, donc ça c'est à part. Donc c'est une petite encoche là dans le service global. Alors, à la Code, c'est un peu particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, il y a deux entreprises de sélection. Donc il y en a une qui est le service élevage de la Confédération Générale de Roquefort, qui a la fonction d'entreprise, donc de schéma, et d'organisme de contrôle laitier. Donc là, c'est vraiment la même entreprise qui fait les deux. Côté Ovitest, il y a l'entreprise Ovitest, il y a l'organisme de contrôle laitier Unotech. Alors bon, c'est un peu différent, mais c'est quand même les mêmes locaux, c'est pas les mêmes salariés, mais c'est plus ou moins les mêmes techniciens qui interviennent, c'est la même directrice, etc., etc. Donc c'est quand même très globalisé, quoi, Ovitest et Unotech. Et on peut même dire qu'il y a une certaine globalisation avec les organismes de contrôle laitier satellites, donc essentiellement l'EDE de la Lozère et la Maison de l'élevage du Tarn. Donc là, c'est des organismes à part, mais qui sont très liés organiquement à Ovitest. Et l'UPRA est au centre, l'organisme de sélection UPRA-Laconne, donc là, c'est un organisme à part, c'est à part, mais un peu fait le Parlement de la race. Donc je ne dirai pas après, mais les deux schémas de sélection Confédération et Ovitest sont identiques. Ils ont les mêmes objectifs de sélection, ils ont les mêmes quantités d'éleveurs de béliers et ils ont la même qualité en termes de résultats, progrès génétique, appui technique, etc. Donc que vous achetiez un bélier ici ou là, c'est la même chose. Je ne peux pas faire mieux. Mais c'est quand même la réalité. C'est la réalité. Alors, les objectifs de sélection, objectifs et critères de sélection. Bon, l'objectif, c'est l'objectif général, donc je ne vais pas tous les passer. Par exemple, augmenter la productivité laitière. Et puis là-dessus, comment est-ce qu'on fait? On fait du contrôle laitier et on mesure une production laitière à la traite.
Donc, le critère de sélection, c'est ça qu'on va indexer. Par exemple, on veut diminuer les infections mammaires. Pour ça, on a un critère qui est les cellules somatiques. Alors ce critère, on peut le discuter parce que ce n'est pas les mammites cliniques, c'est les mammites subcliniques. Bon, voilà. Mais à un moment donné, on est obligé de choisir un critère simple, irritable, facile à mesurer, etc., etc. Pareil, rendre la race résistante au parasitisme, on ne peut pas compter les vers qui sont dans la caillette, ça c'est pas possible. Donc on a des critères du type OPG, hématocrite. Donc voilà, c'est la différence entre objectif et critères de sélection. Et donc ce que je vous disais au début, c'est la progressivité des critères de sélection. Donc à Laconne, par exemple, alors là on a les trois bassins. Ici en rouge, c'est le début, on va dire plus ou moins le début du schéma de sélection efficace. Donc le contrôle laitier, il y est depuis longtemps, mais par exemple à Laconne, c'est dans les années 70 que ça commence à partir. Les Pyrénées, dans les années 85. Et donc en vert, on ne s'intéresse qu'au lait, et à partir de là où il y a du rouge, on s'intéresse à la richesse du lait, donc aux aptitudes fromagères aussi. Voilà. Et en bleu, on s'intéresse en plus aux aptitudes fonctionnelles qui sont la résistance aux mammites, essentiellement, donc les cellules somatiques, et puis la morphologie de la mamelle. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre races, entre bassins, on va dire. Donc à Laconne, ils sont partis plus tôt, mais parce qu'ils ont été efficaces plus tôt, il fallait réagir plus tôt. Dans les Pyrénées, ils auraient voulu réagir plus tôt sur le rouge, mais ils ont été pris par la tremblante, qui leur a bouffé à peu près 4 à 5 ans parce qu'il a fallu s'occuper de la tremblante. En Corse, le schéma de sélection il est peut-être un petit peu moins efficace, ou en tout cas il l'a été plus tard. Mais par contre, là maintenant, à partir de 2023, ils vont rentrer le fonctionnel, tout en même temps, c'est-à-dire le rouge et le bleu. Je ne sais pas quelle couleur on va mettre là, il faudra mettre une couleur entre les deux. Ils vont rentrer tous les autres critères à partir de 2023-2024. Tu pourras mettre du violet. Du violet. Et puis il y aura d'autres critères dans le futur, peut-être efficience et résilience, peut-être efficacité alimentaire, je ne sais pas bien. Alors, je me permets d'insister sur les critères de sélection laitier et taux. En fait, l'objectif principal de sélection en brebis laitière, mais c'est pareil en vache et en chèvre, c'est pareil, c'est la quantité de matière sèche utile. Parce que c'est ça qui permet de faire du fromage. Donc en fait, on cherche à faire plus de quantité de matière sèche utile parce qu'on veut faire plus de quantité de fromage. Alors il se trouve qu'il y a des relations très fortes entre le lait et la quantité de matière sèche utile. Donc tout le truc du début, ici, quand on sélectionnait que le lait, en fait, derrière, on sélectionnait aussi la quantité de matière sèche utile. Donc ça ne posait pas trop de problèmes. Par contre, il y a des relations défavorables entre le lait et le taux de matière sèche utile. Alors ce que j'appelle taux de matière sèche utile, c'est le TB plus le TP. C'est bon, on va dire la richesse du lait. Donc, quand on sélectionne que sur le lait, on est content parce qu'on fait plus de fromage. Donc c'est très bien. Mais on diminue les taux. Et là, on diminue le rendement. Alors après, tout dépend des laitiers, si ça en accommode ou pas. Dans certains fromages d'AOP, bon, ça a été le problème à Roquefort, la baisse des taux avait posé des problèmes d'AOP, quoi. C'est-à-dire notamment le gras sur sec qui est dans l'AOP, qui doit être au-dessus d'une certaine valeur, n'était plus respecté. Voilà. Donc non seulement quand on va chercher, je sais pas moi, un camion de, je sais pas combien ça fait de lait, un camion de 10 000 litres de lait, je dis n'importe quoi, il y a moins de matière fromageable, donc ça fait qu'on transporte un peu plus d'eau, mais en plus ça pose des problèmes de fromageabilité. Donc on a un objectif laitier secondaire qui est le taux de matière sèche utile, lequel est lié au rendement fromager ou au respect du cahier des charges de l'AOP, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment l'objectif secondaire. L'objectif principal, c'est ça. Donc ça revient vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure. Si un éleveur sélectionne sur les taux parce qu'il est fromager, parce qu'il se dit moi je fais du fromage donc je veux des taux, il a tout faux.
parce que s'il sélectionne là-dessus, il va faire moins de lait. Donc c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Alors, par contre, quand on sélectionne également sur les taux, on a un critère qui est pondéré entre le lait, enfin entre la quantité de matière et le taux de matière. Et le critère pondéré fait qu'on augmente tout. Donc la quantité de matière et les taux. Voilà. Mais d'avoir un critère pondéré, c'est quand même plus simple. Et je ne remets pas en cause la capacité technique des éleveurs, hein, c'est pas du tout mon genre. Mais moi, je serais éleveur, je serais incapable, si j'avais pas un critère synthétique, de faire les choses correctement, quoi. Et ça, ce que tu dis, c'est vrai pour toutes les races. Ah, toutes les races, oui. Et toutes les espèces, hein, c'est vrai, oui, oui. D'où l'illusion de faire une sélection sur les taux en élevage. Je provoque un peu, hein, Catherine, hein, mais bon. Oui, mais moi, je te connais, eux, ils te connaissent pas. Oui, oui, mais voilà. Et donc du coup, alors après, voilà, le fameux critère, c'est ça, hein, c'est dans mon critère de sélection isole, qui est critère synthétique, qu'est-ce que je mets, comment j'arrange les différentes couleurs entre le lait, les taux, la mamelle, les cellules. Donc, vous voyez par exemple que l'objectif de sélection de la cône est un objectif très équilibré. Donc les taux, le lait par exemple, donc voilà, le lait c'est moins d'un tiers, c'est 30% du critère de sélection. Donc quand dans la nature on vous raconte que les gens sont des productivistes forcenés, bah oui, enfin le lait c'est jamais que 30%, quoi. Tout le reste c'est la qualité du lait pour faire du bon fromage, c'est la morphologie de la mamelle pour que socialement l'éleveur se porte mieux parce que la traite se fasse plus facilement, et 25% c'est les cellules, c'est-à-dire ça permet de moins traiter, donc ça permet de répondre à un objectif environnemental, quoi. C'est la même chose en basco béarnaise et en manège tête rousse, avec un peu moins de poids sur la mamelle et les cellules, mais parce que c'est plus récent. Bon, la manège tête noire, j'en parlerai pas, je désespère pas qu'ils s'intéressent à tout, mais voilà, c'est une race qui s'intéresse au territoire beaucoup plus. Et la Corse, on est sur le lait, mais ça va, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va partir sur le reste. Donc ça, c'est les critères qui sont indexés dans l'isole. Enfin, indexés, oui, et aussi dans le critère de sélection isole. Alors à côté de ça, il y a d'autres critères auxquels on s'intéresse, qui ne sont pas dans l'isole, qui ne sont pas dans ce qu'on appellerait, oui, enfin voilà, dans l'isole. Ben, il y a le cornage en Corse, je vous en ai parlé. Il y a eu la question de Laurent, pardon, sur ce qu'on faisait sur les béliers. Donc il y a un index sur la morphologie fonctionnelle sur les béliers lacones. Il y a un index sur la résistance au parasitisme en basco-béarnaise et en manège tête rousse qu'ils utilisent et qui sera intégré dans l'isole, enfin qui est destiné à être intégré dans l'isole dans un an ou deux. Et puis à côté de ça, ben, on regarde le standard. Donc ça, c'est une partie du travail d'Alicia, merde, Lucille. De Lucille, excuse-moi Lucille. Je ne sais pas pourquoi, j'avais Céline en tête, c'est pas Céline, de Lucille, dans les tournées de qualification. Et ça, alors c'est important à Laconne, c'est important partout d'ailleurs dans les Pyrénées. Alors évidemment, ça n'amène rien aux revenus de l'éleveur, mais alors d'ailleurs il y a un truc très rigolo qui aujourd'hui dans les cercles de bonne conscience, on dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de diversité dans l'élevage pour la résilience et autres. Il faut faire des croisements dans tous les sens. Je dis pas qu'il faut pas, j'en sais rien. Mais c'est rigolo parce que moi, ce qu'on observe sur les races ovines laitières, et certainement sur d'autres races aussi, c'est que les OS, et puis derrière les éleveurs qui sont dans les OS, sont très attachés au standard, c'est-à-dire avoir des animaux vraiment très, niveau du standard, très standardisé finalement. Donc pour moi, c'est un peu paradoxal avec les injonctions actuelles d'avoir des mélanges dans tous les sens. Et puis on travaille aussi, ils essayent de travailler la production de semences.
Et en plus de ça, évidemment, il y a la variabilité génétique. Donc là, c'était la question d'Emmanuel. Donc bien gérer les béliers, les familles, éviter les accouplements interdits. Voilà, donc ça c'est important. Et alors après, il y a quand même quelque chose qui est très important aussi, c'est le fait qu'on sélectionne en ferme. Alors, des fois, on ne peut pas toujours faire comme ça. Des fois, on est obligé de sélectionner en station. Les stations de contrôle individuel à Nouvelle-Aquitaine, c'est en station. Mais le fait que la plupart des caractères à nouvelle laitier, mais c'est pareil en caprin laitier, soient sélectionnés en ferme, si les élevages sont bien représentatifs de tous les systèmes d'élevage, donc ça revient à la discussion du début, eh bien c'est quand même une sacrée garantie pour que les animaux soient adaptés au milieu, rustiques dans leur milieu. Voilà, et donc cette diapositive, elle dit ce que je viens de dire. Et oui, alors elle était destinée à haute vitesse, mais c'est pas grave. J'ai repris une diapositive qui avait été présentée à haute vitesse. Donc on sélectionne en ferme, donc derrière haute vitesse, on peut mettre n'importe quelle race ou entreprise de sélection. Attention parce qu'ils vont dire que tu es vendu à haute vitesse. Hein. Non, mais peu importe, je la lèverai cette diapo après. Donc, on a X sélectionneurs qui sont répartis dans le berceau de la race, représentatifs de tous les milieux pédoclimatiques, donc c'est ce que disait Emmanuel, et des systèmes d'élevage dans les Pyrénées, la transhumance, pas transhumance, etc. Et un bélier qui est testé, alors entre guillemets parce que c'est plus du testage aujourd'hui, en gros sur une quarantaine de filles réparties dans 5 à 10 élevages, donc il faut bien répartir. On revient sur le fait que l'éleveur ne doit pas choisir le bélier parce qu'il faut que, enfin en tout cas quand on est sélectionneur, parce qu'il faut que l'entreprise de sélection répartisse correctement tous ces béliers dans tous les élevages. Eh bien un bélier qui est bon dans 5 à 10 élevages sur 40 filles, ça veut dire qu'il a un index robuste pour tous les milieux. Et donc les meilleurs béliers sont effectivement bons dans tous les systèmes. Donc la sélection en ferme telle qu'elle est pratiquée, c'est vraiment l'assurance qualité de la génétique. Parce qu'elle se confronte à la diversité des systèmes, des fermes, des milieux, et qu'elle atténue les éventuelles interactions génotype-milieu. Alors juste une diapositive pour comprendre pourquoi. C'est parce que quand on sélectionne, mettons pour faire du lait, aujourd'hui on a vu que ce n'était pas que le lait, mais c'est pour donner une image, une sélection laitière dans un milieu, s'il y a peu de contraintes, il y a peu de soucis d'adaptation, donc on va sélectionner beaucoup de gènes de production laitière. Bon. Et si on est dans un milieu à forte contrainte, eh bien, on va sélectionner des animaux capables de faire du lait, mais sachant les contraintes. Donc, sans le faire exprès, c'est pas dans le critère de sélection isole, sans le faire exprès, l'animal la population va sélectionner des gènes d'adaptation en plus des gènes de production. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une assurance qualité. Et cette réflexion-là, elle peut être étendue hors bassin aussi? Oui, alors, oui, bien sûr. Alors, sauf que hors bassin, il n'y a pas de sélection. Enfin, la sélection, donc. Non, mais ce que je voulais dire, alors, oui, d'accord. Est-ce qu'elle peut être étendue? C'est-à-dire, est-ce que les béliers qui sont bons dans tous les milieux du bassin de sélection vont aussi être. Oui, d'accord, ok. C'était ça l'objet, oui. Alors, pour être honnête, si je suis mon raisonnement, ça, j'en sais rien. On le sait dans les milieux des sélectionneurs, parce que bon, voilà, c'est toute mon explication, qui je pense est cohérente. Par contre, effectivement, on pourrait ne pas le savoir ailleurs, puisqu'on ne sélectionne pas les béliers ailleurs. Après, on est en milieu tempéré, en France. Les milieux potentiellement risquent d'être quand même assez similaires aux milieux qu'on a, alors évidemment, c'est pas exactement, mais qu'on a dans le bassin de sélection. Et donc, il y a quand même des chances que les animaux soient également adaptés pour ces animaux-là, pour ces milieux-là. Mais par exemple, des animaux lacones qui iraient en transhumance, il y a quand même des chances qu'ils ne soient pas adaptés. Tout dépend si les milieux sont vraiment très différents ou pas. Mais bon, voilà, pour la France, je pense qu'il n'y a aucun souci.
Jean-Michel, il reste qu'un. Enfin, on avait Et dit oui, qu'on finit et à oui, 11h30. je suis Est-ce qu'il y embêté a parce encore... que est-ce qu'il y a des trucs importants à dire? Alors, je réfléchis. Alors, la sélection génomique, je vais passer. Je vais passer. Je vais juste montrer ce graphique-là, parce que vous êtes donc amené à acheter des béliers au centre d'élevage. Bon, voilà, c'est quand même certainement la meilleure façon de faire. Et voilà ces béliers-là. Donc, vous vous souvenez, je prends l'exemple de la cône qui est peut-être le plus parlant, hein. Et puis Lucille est là, donc voilà. 3500 béliers qui rentrent en centre d'élevage. Là-dessus, on fait un index génomique. Donc, à 3 mois, ces béliers, on est capable de les indexer avec une certaine précision. Suite à cet index, il y a les tout meilleurs. Alors, vous avez vu qu'il y en avait 10%, mais en fait, ces 10%, en tenant compte des familles, des problèmes fonctionnels et autres, ça représente à peu près, alors c'est pas le tiers, c'est le quart supérieur. En tout cas, les tout meilleurs vont au centre d'IA. Les négatifs, les moins bons, ils sont abattus. Donc on n'en parle pas, ceux qui sont en erreur de paternité. Et après, il y a tous les autres béliers qui sont là, qui sont au milieu, qu'on appelle les béliers génomiques, alors, auxquels on peut attribuer des croix, une croix, deux croix, trois croix, et c'est ces béliers-là que vous achetez. Et donc, c'est certainement une bonne stratégie d'acheter ces béliers parce que ce sont de bons béliers, ils ont été choisis sur ascendance, donc voilà, ils ont été choisis sur ascendance, et en plus, la sélection génomique a permis d'éliminer les détériorateurs, en tout cas les moins bons, quoi. Donc en fait, on est à peu près sûr, alors on n'est pas sûr à 100% évidemment, mais on est à peu près sûr d'avoir des béliers tout à fait corrects pour lutter en élevage. Qu'est-ce qui est possible hors bassin? Donc, il y a 7 diapos, hein, donc on va suivre le raisonnement. Donc, le raisonnement, on commence par ça. Ça, c'est chacune des races. Et en fait, le progrès génétique, il est créé par les différentes voies de transmission des gènes. Donc, le choix des mères à bélier, les mères qui vont produire les béliers, le choix des pères à bélier, le choix des pères à agnelle et le choix des mères à agnelle. Bon. Et on voit que les deux voies qui sont les plus importantes, ce sont les voies mère à bélier et père à bélier. Donc c'est vraiment le choix des mères à bélier qui reste collectif parce que c'est sur l'ensemble des sélectionneurs, et le choix des pères à bélier qui lui aussi est issu d'une démarche collective qui vraiment va faire 2/3 ou 70% du progrès génétique. Après, il y a les pères à filles, c'est-à-dire quels sont les pères qui vont produire vos filles de renouvellement. Donc on voit que ça c'est très important aussi. Et après, ce qui est fondamental, c'est que la voie mère à fille, c'est-à-dire finalement ce que l'éleveur peut faire lui-même en disant voilà, quelles sont les meilleures brebis que je vais choisir pour produire les agnelles de renouvellement, ou quelles sont les brebis que je vais choisir pour réformer. Cette voie-là, en termes de progrès génétique, c'est très peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, il faut pousser l'éleveur à faire correctement les choses, mais on voit que dans la totalité, c'est vraiment très peu. Voilà. Donc ça veut dire qu'un éleveur dans les Ardennes tout seul, par exemple, et qui est féru de sélection, qui veut s'amuser, dans son élevage, il va rien faire. Il va pas faire grand-chose. Alors, c'est comme ça que la sélection s'est faite, hein, au cours des siècles et des siècles, mais ça s'est fait au cours des siècles et des siècles, c'est-à-dire sur la longue durée. C'est comme ça qu'on a modelé des races plus ou moins laitières. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans l'instantanéité, comme dirait l'autre. Si on veut aller un petit peu vite sur tel ou tel critère de sélection, c'est impossible. Donc la sélection intra-troupeau, ou même entre 3 ou 4 troupeaux voisins, elle est certainement peu efficace à court et moyen terme. En France, hein, évidemment, en Australie, quand il y a un troupeau de 20 000 brebis, c'est l'équivalent d'un schéma de sélection corse, donc là, on peut travailler. Mais bon, restons sur le cas français. La voie femelle joue peu. Alors, quand je dis que la voie femelle joue peu, il faut pas mal le prendre, hein, ne me faites pas un procès. Hein.
C'est que, en fait, les brebis sont vraiment un excellent carburant en termes de variabilité génétique. C'est-à-dire, elles sont le réservoir de la variabilité génétique. Dans les schémas de sélection, bon, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'elles sont diverses, variées, le réservoir de la variabilité génétique est là. Par contre, elles n'ont pas le moteur pour créer et diffuser le progrès génétique. C'est pour ça qu'il faut passer par les béliers. Vraiment, il faut, voilà, c'est important de passer par les béliers. Ou les boucs ou les taureaux, évidemment. Hein. Et donc, l'évolution génétique d'un troupeau va beaucoup plus dépendre de la qualité des béliers qu'on va utiliser pour la monte que de la pratique de la sélection des femelles intra-troupeaux. Et donc, alors, franchement, je ne suis pas payé par eux. Hein, j'y crois. J'y crois, c'est pour ça que je le dis. Hein, c'est pas utiliser des béliers produits dans le noyau de sélection. C'est avoir une assurance de bénéficier de tout l'effort qui a été réalisé par les sélectionneurs. Et moi, dont je mesure depuis 30 et quelques années que je fais ça, tout l'effort que ça nécessite et l'efficacité qui est derrière. Quoi. C'est parce que j'ai sauté toute la partie efficacité des schémas de sélection. Les schémas de sélection en ovin lait sont efficaces. Donc, utiliser les béliers produits dans le noyau de sélection, que ce soit par monte naturelle ou par insémination, c'est bénéficier de tout l'effort. En plus, l'intérêt, c'est que les béliers du noyau, ils sont sélectionnés sur tous les caractères d'intérêt. Donc, le lait, bien sûr, chose que vous pouvez toujours mesurer vous, enfin, qu'un éleveur peut toujours mesurer, mais la richesse du lait, la mamelle, les cellules, et puis voilà. Et après, il y a voilà, donc ça me paraît clair. Et après, il y a un élément qui est vraiment, qu'il faut bien avoir en tête, et il y aura 2 illustrations après, c'est que plus les gènes que vous allez utiliser par la voie mâle, alors voire la voie femelle éventuellement, mais on va dire essentiellement la voie mâle, plus le pool de gènes sera issu du noyau de sélection. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tous les béliers sont issus, qui luttent dans l'élevage, sont issus du noyau de sélection, eh bien 100% des gènes de la voie mâle sont issus du noyau de sélection. Si vous avez 8 béliers, mais qu'il y en a 4 issus du noyau de sélection et puis 4 issus du hasard, du voisin, du tout venant, eh bien vous aurez 50% des poules de gènes, si pour autant que les béliers saillissent à égalité toutes les brebis, qui sont issus du noyau de sélection. Et donc plus ce pool de gènes est proche de 100%, enfin est fort, plus l'écart génétique sera réduit avec le noyau de sélection. Ça veut dire que si vous n'utilisez que des béliers issus du noyau de sélection, qu'ils soient Corse, Laconne ou Pyrénées, eh bien l'écart de génétique de vos éleveurs, l'écart moyen, sera réduit par rapport aux sélectionneurs. Et alors là où on le voit bien, c'est par exemple sur la quantité de lait à Laconne, où on a quand même beaucoup de gens qui sont hors noyau, c'est ceux qui sont en rouge, mais qui sont suivis en CLS, donc pour lesquels on connaît la production moyenne via le suivi technique, les bilans techniques et autres. Mais en fait, on voit bien que les éleveurs qui sont en CLS, ils suivent la courbe de progression des sélectionneurs. À distance, mais ils la suivent. Alors là, depuis quelque temps, c'est un peu plat, donc c'est difficile de voir, mais l'écart, en gros, ici, l'écart, il est de 5 à 7 ans. Ou si on le prend là, c'est pareil, il est de 5 à 7 ans. Voilà. Donc il y a un écart de 5 à 7 ans, mais les courbes sont parallèles. Et il est de 5 à 7 ans parce que les éleveurs qui sont ici en CLS utilisent massivement soit l'insémination, donc ça vient du CLO, soit des béliers des centres ou des fils d'IA ou des béliers issus des centres du Bourguette et de la Glaine. Et donc, ramener à votre situation hors bassin, c'est la même chose. Si vous utilisez des béliers tout venants, bon, la diffusion, elle existe toujours, mais vous allez avoir 40 ans de retard avec le noyau de sélection. Si vous utilisez que des béliers ou de l'IA du noyau de sélection, l'écart il va être de 5 à 7 ans. Quoi. Et on le voit aussi sur les taux. Alors là, les taux actuellement, ils montent. Ça, on est à Laconne. Hein. Ils montent. Et vous voyez que l'écart entre les sélectionneurs en bleu et les non-sélectionneurs en rouge, ben, il reste le même. Quoi. Les deux suivent. Parce qu'il y a la diffusion. Voilà.
au passage, vous voyez ici que donc à Laconne, les taux avaient beaucoup baissé dans les années 80, hein, du fait de la sélection laitière, parce que le taux plus ou moins originel, bon, quand on prend la campagne 70, on était à 133 grammes par litre. Et donc, 133, c'est ici. Eh bien, depuis 2 ans, ils ont retrouvé, grâce à la sélection, ils ont retrouvé le niveau des années 70. Donc ça montre l'impact que peut avoir la sélection sur le long terme. Sur le long terme. Donc vraiment, ce qui est important, si les gens veulent progresser, et s'ils veulent progresser sur tous les caractères d'intérêt qui sont sélectionnés, c'est d'utiliser des béliers du noyau de sélection. Et après, donc les 2 dernières diapos, c'est quel contrôle laitier hors bassin traditionnel. Donc, je vais essayer de faire le raisonnement. Les éleveurs utilisateurs ont pour seule préoccupation le choix des mères à filles dans leur élevage. Voilà. En dehors d'avoir la voie mâle qui amène des bons gènes, ça c'est autre chose. Et l'élimination des moins bonnes laitières. Bon, pour ça, et c'est le cas du CLS, hein, qui est aussi pratiqué dans les bassins dits traditionnels, un classement par tiers ou par quart suffit. Et pour ça, le CLS est largement suffisant parce qu'il est souple, flexible, pas coûteux, parce qu'on fait que 3 à 4 passages, voire 5 si on a envie. Ça permet de faire un classement sur indice, donc premier quart, deuxième quart, troisième quart, quatrième quart. Alors, initialement, nous, notre préconisation, c'est de le baser sur la moyenne des contrôles. Et c'est le critère le plus robuste. Ça peut aussi être fait sur un calcul de lactation, qui est forcément faussé parce qu'on a des écarts entre contrôles qui sont variables, on ne balise pas toute la lactation, on a des écarts entre la mise bas et le premier contrôle variable, et donc le calcul de lactation, c'est pas le meilleur critère. Le meilleur critère, c'est la moyenne des contrôles. Il n'empêche que pour des raisons psychologiques, beaucoup d'organismes, dans les bassins traditionnels aussi, utilisent le calcul de lactation en CLS. Donc en fait, ils ne nous ont pas écoutés pour ça. Mais bon, l'éleveur, il préfère avoir un calcul de lactation, même s'il est faux, qu'une moyenne des contrôles qui va être plus efficace, mais c'est comme ça. Le contrôle qualitatif individuel pour la composition du lait ne se justifie pas en dehors des élevages sélectionneurs. Pour des problèmes de prix, bien sûr, mais aussi pour tout ce que je vous ai dit sur des problèmes de pertinence génétique. Des taux en CLS ne permettraient pas une mesure facilement utilisable, parce que voilà, la courbe de taux, elle s'enrichit, et selon le stade où le taux est réalisé, et selon l'étalement des mises bas, eh bien, vous allez comparer à un contrôle donné des femelles qui ont 2 taux. La femelle 1 a un taux 1, la femelle 2 a un taux 2, mais ces taux ne sont pas comparables. Voilà. Donc après, moi personnellement, je serais éleveur, je serais incapable de comparer 2 taux de 2 brebis, quoi. Il faudrait que je fasse des calculs et j'aurais pas le temps. De plus, la relation entre quantité de lait et quantité de matière sèche utile est forte, ça c'est ce que je vous ai dit. Et donc, la valeur ajoutée serait vraiment minime par rapport à l'intérêt de l'approvisionnement en bélier de qualité. Donc, même un fromager qui veut augmenter ses taux, même si ce n'est pas le vrai objectif c'est d'augmenter les quantités de matière sèche. Mais s'il veut augmenter les taux, il aura mieux fait de s'approvisionner en bélier de qualité que de faire du bricolage pas utile. Donc les taux individuels, c'est une illusion. Voilà. Bon, j'ai beaucoup insisté. Je pense que vous allez peut-être certains me croire, d'autres pas me croire, mais c'est pas grave, ça n'empêchera pas de dormir. Mais je suis obligé de faire mon travail à titre professionnel, d'essayer de vous expliquer ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, mais il y a un grand mais. C'est la dernière diapo. Alors ça, c'était une diapo que j'aurais pu présenter si j'avais eu plus le temps. À l'instant T, il faut bien avoir l'idée que seulement 10 à 15% des écarts entre troupeaux, si on considère des troupeaux quand même un petit peu homogènes, par exemple les sélectionneurs, ou alors les CLS, ceux qui sont en CLS depuis pas mal de temps, bon, quand même une certaine homogénéité, seulement 10 à 15% des écarts entre troupeaux correspondent à des différences de niveau génétique. Ça veut dire que tout le reste,
85 à 90% des écarts entre troupeaux sont dus aux effets de milieu, à l'instant T. Donc la conduite, la technicité de l'éleveur, est-ce que l'éleveur a été malade ou pas, est-ce qu'il est heureux dans sa vie ou pas, est-ce qu'il a des bons fourrages ou pas, enfin tout ce qu'on veut, les bâtiments ils sont bons ou pas bons. Ça veut dire que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, alors je ne l'ai pas montré parce que j'ai pas eu le temps, mais la sélection, elle est quand même ouais, je veux bien, ouais. Ils viennent laver les carreaux. La sélection, elle permet de faire progresser les populations sur la durée. Et en fait, on voit que c'est quand même beaucoup la sélection qui tire sur la durée. Dans des systèmes où les éleveurs quand même sont un peu techniques. Bon, enfin, voilà, c'est la sélection. Par contre, à l'instant T, c'est certainement pas la sélection qui va faire les différences entre troupeaux. Et c'est pour ça qu'il est très important d'envisager des actions techniques complémentaires à la sélection. Et donc, le contrôle laitier, c'est bien pour faire un peu de génétique, on l'a vu. Bon, voilà. Mais le suivi technique, et donc, dans le cadre d'un contrôle laitier simplifié, est vraiment fondamental pour piloter le troupeau. Le choix des réformes et le choix du renouvellement étant à la fois de la génétique et du suivi technique, hein, c'est peu importe. Donc en fait, derrière le CLS, il ne faut pas y voir, c'est pas la génétique, hein, c'est pas ça, c'est vraiment plus le suivi du troupeau et tout ce que vous allez pouvoir en tirer. Et dans ce cadre-là, un contrôle laitier individuel, donc pour la quantité de lait, très bien. Pour le reste, ça va plus être certainement des informations au troupeau qui seront utiles à des fins de diagnostic. Alors, bon, la quantité de lait produite chaque jour, donc ça, en général, les gens ils l'ont sur leur calendrier, donc ça va, mais c'est toujours intéressant à suivre comment ça évolue. Les effectifs de brebis traite et éventuellement faire des analyses et des suivis dans le temps de la composition du lait du troupeau. Et par exemple, moi je trouve que il me semble que ça pourrait être intéressant que plutôt que d'aller se mettre dans le truc un peu idiot de faire des échantillons individuels, eh bien de faire des échantillons de troupeaux, alors je sais pas moi, tous les 10 jours, toutes les semaines, et qui permettrait de voir quand est-ce que ça baisse, quand est-ce que ça augmente, etc. et essayer de comprendre derrière, parce que c'est vraiment ça qui va faire que l'éleveur va pouvoir évoluer quoi, à l'instant T. Voilà. Alors après, les analyses de tank, alors ça c'est pour les taux. Après, il y a le cas particulier des cellules et des analyses de tank, décadaires ou hebdomadaires, je ne sais pas, éventuellement, quand il y a un souci sur les cellules, peuvent permettre de déclencher, mais alors, dans ce cas-là, à bon escient, un contrôle individuel. Donc, ce n'est pas interdit de faire des contrôles individuels s'il y a un souci. C'est ce qui se passe en CLS dans les zones bassins, surtout à Laconne, parce que le paiement du lait avec les cellules est quand même assez incitatif, ou parfois il est assez incitatif à réagir. Et donc, si un éleveur, suite à des paiements au tank liés au paiement du lait, par exemple, se retrouve avec beaucoup de cellules, à ce moment-là, des cellules de tank très élevées, à ce moment-là, ils vont déclencher un contrôle individuel pour essayer de voir quelles sont les 4-5 brebis qui excrètent énormément et qui vont réformer. Donc là, effectivement, mais c'est raisonné par rapport à des informations au troupeau. Donc cette dernière diapo, pour moi, elle est vraiment importante, c'est-à-dire que vous, à votre niveau, je dirais que la génétique, faites confiance aux schémas collectifs qui sont efficaces, et sur le long terme, sur le long terme, qui peut être du court terme, mais ça peut être intéressant, mais par contre, c'est toute la partie appui technique quoi, qui va vraiment être importante à l'instant T et que vous pouvez, sur lequel vous pouvez avoir prise dessus, quoi. Enfin, une prise pour peu que vous ayez des solutions, parce que c'est pas toujours facile, mais et je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau suivi technique. Voilà. Et après. Et la dernière diapo, juste avant les questions, c'est rapidement, parce que c'est une question qui est souvent posée, est-ce qu'on a besoin d'être aussi efficace d'un point de vue génétique? Alors, bon, elle était orientée Laconne, parce que
Enfin, elle est valable pour tout le monde. Moi, ma réponse, elle est oui, sans nul doute. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, encore une fois, mais ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient le contraire. Mais je pense que c'est très important. On a besoin d'efficacité génétique pour plein de choses. Alors, par exemple, pour maîtriser la qualité du lait. Donc aujourd'hui, c'est le taux TBTP. Peut-être qu'un jour, ça sera des composantes plus fines. Bon, alors, de la viande, c'était destiné à une autre présentation. C'est pour ça. Donc, c'est important. On a besoin d'efficacité génétique pour améliorer la forme de la mamelle en espèce laitière. Et ça, c'est le bien-être de l'éleveur. Donc, il y a un objectif social. Là, il y a un objectif de qualité. On a besoin d'efficacité génétique pour améliorer la santé des animaux. Donc, c'est un objectif de bien-être des animaux. De l'éleveur aussi, parce que les éleveurs, j'en ai pas beaucoup vu qui étaient contents que leurs animaux soient malades. C'est assez rare. Et puis aussi, voilà, plus de résistance au parasitisme, plus de résistance aux cellules, c'est moins d'antibiotiques, moins de produits, moins d'anthelmintiques, etc. Donc il y a un objectif environnemental. Et puis on a besoin d'efficacité génétique pour construire la brebis de demain. Donc on travaille beaucoup sur l'efficience et la résilience, adaptée à la transition agroécologique. Ça va vous faire rire certainement. Mais bon, les gens sont assez dedans, quoi, hein, sont assez dedans. Et donc pour ça, on a besoin d'efficacité génétique. C'est pas ce qui n'est pas génétique qui va permettre d'avancer là-dessus. Je pense, hein, je pense. Voilà. Voilà, Est-ce qu'il y a des réactions par rapport aux dernières diapos là sur des réactions dans un sens ou dans l'autre, hein, la parole est libre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Jean-Michel a dit ou pas d'accord? Vous n'allez pas l'être, il n'y a aucun problème. Non, moi c'était juste sur la partie dont Jean-Michel parlait, où effectivement j'avais déjà eu cette discussion avec une OTEC sur le schéma collectif ou de pouvoir laisser la possibilité aux éleveurs. C'est vrai que je comprends l'intérêt de faire un schéma collectif pour faire avancer plus vite l'objectif de sélection. Entre guillemets, on laisse pas le choix, donc l'objectif avance plus vite, mais je pense que ça intéresserait plusieurs éleveurs. Et je pense que peut-être que ça leur donnerait plus envie d'aller vers l'IA s'ils pouvaient avoir un minimum de choix sur leur bélier. Oui, mais là, tu parles de l'IA en congelé, là, en l'occurrence. En fait, moi, pour ma région, ça serait forcément de l'IA en congelé, même si, comme on en a discuté avec Rodolphe, ça serait difficile étant donné la situation de mes éleveurs. Mais même au-delà de ça, je me pose la question si pour les autres régions, est-ce que de laisser le choix, ça serait pas... Enfin, j'ai aussi une partie caprine, moi, dans mon poste. Je sais qu'il y a certains éleveurs... effectivement, dans le schéma de sélection, on leur imposait les mâles, tout ça, ça leur a pas trop plu. Ils sont repassés en n'étant pas sélectionneurs à pouvoir choisir leur propre bouc. Et ils sont beaucoup plus contents de ce point de vue-là pour eux. Du coup, je pense que ça peut correspondre à une frange de la population d'éleveurs. Mais bon, ça reste à discussion. Oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que si tu es d'accord avec l'objectif de sélection de la race, et on peut ne pas être d'accord, mais si on est d'accord avec l'objectif de sélection de la race, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à, encore une fois, choisir. Alors même, voilà. Alors après, il y a le fait que c'est pas possible. Dans certains cas, c'est techniquement, enfin logistiquement pas possible. Après, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est peut-être que des éleveurs ne se retrouvent pas dans l'objectif de sélection de la race. Moi, j'ai entendu ce cas en caprin, enfin, mais ici en interne à l'INRA, à l'Institut de l'élevage, hein, des collègues. Et ça, c'est possible, c'est-à-dire, voilà, l'éleveur, il dit, moi, votre orientation de la race, je ne la retrouve pas. C'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, à Manège Tête Noire, où des éleveurs ont un peu fait dissidence en disant l'objectif de sélection du centre vin, je m'y retrouve pas. Mais du coup, est-ce qu'on perd pas quelques éleveurs à forcer tout le monde à faire du collectif?
Ou est-ce que c'est Eh, anecdotique et non, qu'on alors, peut se passer de ces éleveurs-là, en fait? non, alors, moi, j'insiste sur le collectif, c'est parce que j'ai la conviction que c'est pour progresser à l'échelle d'une population, enfin, d'un schéma de sélection et d'une population, on est obligé de faire un schéma collectif. Voilà, c'est dans ce sens. Je pense on peut pas faire autrement. Par contre, qu'il y ait des éleveurs qui ne se retrouvent pas dans ces contraintes collectives et qui veuillent agir différemment, ça, par contre, je le comprends complètement, quoi, hein. Je dis pas que le collectif, c'est ça qui est bien. Je dis que c'est une sorte d'outil de passage obligé pour avancer, pour avancer. Mais est-ce que du coup, euh, est-ce que le schéma au vin lait, on va dire, pourrait tendre à l'avenir, s'il se développait plus, pourrait tendre à l'avenir effectivement à se dire, bon, on a déjà fait une base solide, comme ce que tu viens de dire, en fait, finalement, on a bien développé le truc, maintenant on peut ouvrir? Ou est-ce que c'est pas la volonté est-ce que c'est pas la volonté des OS et que finalement ça restera ainsi? C'est juste une question, hein, il y a peut-être pas la réponse d'ailleurs. C'est-à-dire que je sais pas si je comprends bien ta question. Je sais pas ce que tu appelles l'ouverture. Bah, en Parce fait, qu'il y a plein d'éleveurs qui sont pas sélectionneurs, par exemple. Et alors, la plupart, malgré tout, achètent font de l'IA ou achètent des béliers, etc. Mais il y en a certains qui refusent pour différentes raisons, techniques ou psychologiques, ou peu importe. Donc ça existe, cette ouverture. Les éleveurs, ils sont pas obligés de faire... tu vois, je sais, non, non, en fait, c'est pas je ça que tu veux dire. rebondissais sur ce que tu disais, Ouais. en fait, il y a quelques minutes, en disant, ben, peut-être qu'une fois que le schéma sera suffisamment développé, il y aura d'autres possibilités. Je me dis, est-ce que, du coup, si le schéma se développe suffisamment, il y aurait de se dire on laisse la possibilité aux éleveurs ou est-ce que ça sera jamais le cas en fait et Et parce que c'est comme ça? non, oui, quand tu dis la possibilité aux éleveurs, tu penses à quoi? Par exemple, le choix des béliers? Bah, c'est par exemple, tu vois, je reprends ce que je fais en quatrain parce que je Ouais, connais, ouais. mais tu vois, en quatrain, il y a les éleveurs du coup qui effectivement sont sélectionneurs. Donc eux, ils ont Mhm. une partie en fait où les boucs leur sont imposés Ouais, pour le PAM. oui, ouais. Par contre, en revanche, il y a d'autres éleveurs qui choisissent dans un pool de boucs les boucs qu'ils veulent. Je me dis, est-ce que ça serait possible d'avoir ce schéma hybride-là à l'avenir, de garder effectivement le pool de sélectionneurs pour faire avancer le schéma et d'avoir à côté ces éleveurs consommateurs, comme on pourrait le dire, qui seraient Oui, une autre tranche de la utilisateurs population. commerciaux, hein, Ouais, commerciaux, hein. Bah, oui, ce serait peut-être possible. Ce serait peut-être possible. Après, il faut que logistiquement ça puisse se faire, quoi. ouais, bien sûr. Il faut que C'est sûr qu'il y logistiquement ça a. puisse. Par exemple, oui, on pourrait imaginer avoir. Alors, je, honnêtement, l'éleveur qui choisit sur un catalogue ses béliers, ça, je suis pas directeur d'un centre d'IA, hein, mais je les connais un peu. J'arrive pas trop à voir. Par contre, il pourrait y avoir des sortes de, je sais pas comment on appelle ça, des différents types de béliers là, des packs de béliers. Mettons un Hmm, bélier laitier, un bélier machin, un bélier mamelle, etc. ok. Et donc, tu as, un groupe de béliers plutôt comme ceci, un autre plutôt comme cela, où tu pourrais effectivement orienter en fonction de la demande. Mais la demande, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire l'ouverture, ce serait de dire, moi, je veux des béliers plus orientés mamelle, par exemple, ou caractère Ok. fonctionnel, tu vois. Ouais, ouais, mais ça Mais peut déjà laisser voilà, c'est effectivement peut-être une ça. sorte de sélection sur des éleveurs qui veulent plus travailler un caractère qu'un autre, quoi. Ok. Voilà, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une question par rapport aux béliers qui sont achetés en centre d'élevage. Quelles infos ils ont sur ces béliers-là? Est-ce que par rapport à l'index génomique, est-ce qu'ils ont l'info tu sais, tu les as classés en classe plus Oui, et ils ont, alors, je pense est-ce qu'ils ont qu'ils ont la cette classe, hein. info-là? Ben, je, je, je pense qu'ils ont la classe. Je sais pas, Lucille, si tu le sais, quand ils. Sur les cartes des jeunes béliers, on édite les croix. À les croix, hein. Mm. Ouais, il y a les croix, oui. Ouais. Les, Donc, ce que les- tu appelles les croix, c'est est-ce qu'il y a une croix, deux croix ou trois croix, c'est ça? Voilà, voilà. ouais, avec les ascendants et les qualifications des pères
des jeunes béliers. D'accord. Mais après, ils n'ont aucune autre info. Pas sur les jeunes béliers, vu qu'on a que les isoles génomiques et on met du coup. Si on met l'index génomique exprimé en croix, donc une croix, deux croix, trois croix. Et s'il est sport A ou sport B. Donc, sport A, ça sera un bélier qui n'a aucun défaut de standard ou de conformation. Et sport B, c'est un bélier qui a un léger défaut, que ce soit sur le standard ou conformation. Et l'éleveur peut choisir, je veux un bélier espoir A, 3 croix, par exemple. C'est plus compliqué que ça. Au moment des ventes, en fait, ils tirent au sort les cartes, justement. Et après, ils ont le choix enfin, ça, je parle pour les ventes de béliers sur zone. Alors après, je sais pas comment ça se passe hors bassin. Mais dans le bassin, l'éleveur tire au sort des cartes de bélier. Il en tire, mettons, 5. Après, il regarde le bélier et la carte et il choisit, ce bélier il correspond plus à mes attentes. Il a 3 croix, il est espoir B, mais au niveau de la famille, ça colle avec ce que j'ai moi dans l'élevage. Donc, je prends celui-là. Ok. Mais on édite rien de plus. Il n'y aura pas d'isole numérique. Non. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, c'est toujours un petit peu un choc des cultures, hein, cet aspect collectif du schéma de sélection Vinlay par rapport aux autres schémas de sélection que je connais pas bien, hein, mais quand j'en discute avec des collègues, c'est vrai que ça fait un peu choc des cultures. Ce qu'il y a, c'est que les résultats, ils sont. Alors moi, je fais encore moins la pub que Jean-Michel, hein, quoi. Je suis encore moins payé que Jean-Michel. J'ai même pas de stylo, moi. T'es peut-être mieux payé que moi, je sais pas. Enfin, T'es plus vieux, alors peut-être. Par les organismes de sélection, je voulais dire. Mais t'es passé peut-être vite sur s'il y avait juste deux, trois diapos sur les résultats, et ça montre que tous les élevages, ils montent, quoi. Ils s'améliorent sur les différents critères. Mais il n'empêche pas qu'autour de ces moyennes d'évolution, il y a des éleveurs qui font des choix différents, quoi, qui font, je sais pas, là par exemple, on voit la courbe de productivité laitière des lacones qui arrête pas de monter, mais il y a des éleveurs qui font le choix d'être économes et qui avec ces béliers-là, s'en sortent très bien. Et d'autres qui, au contraire, poussent et sont à plus que 350 litres aujourd'hui, parce que leur objectif, c'est un objectif de production, quoi. Et pareil pour toutes les races. Comme moi, j'ai le sentiment que avec ces animaux sélectionnés dans ce contexte-là, on a des différences de système de conduite. Les éleveurs, ils font des choix sur leur conduite. Ah oui, complètement, ouais. Oui. Et puis Jean-Michel aussi, si je me rappelle bien, une fois ce que tu nous avais expliqué, c'est qu'on était, pour envisager d'intégrer de nouveaux caractères dans notre isole, on était plus ou moins, enfin, pas obligé, mais de garder un niveau de progrès génétique suffisamment intéressant pour se permettre d'intégrer de nouveaux caractères. Oui, mais ça, oui, en fait, merde, pardon. Hop, qu'est-ce que vous voyez là? On voit quel contrôle laitier hors bassin traditionnel. Voilà, oui, mais c'est la dernière diapo, quoi. Hein. Est-ce qu'on a besoin d'une telle efficacité génétique dans le futur? C'est là où je dis oui, pour intégrer de nouveaux caractères et oui. Moi, je ne sais pas si demain il faudra pas qu'on justifie qu'on sélectionne des brebis, alors soit à partir des spectres mires ou je sais pas quoi, qui produisent moins d'émissions de méthane ou des choses comme ça, quoi. Hein. La longévité, hein, tu es pas, je pas Oui, si rapidement dessus, mais oui. l'intérêt il est multiple. Hein. C'est d'abord de réduire le taux de réforme, donc de renouvellement. Donc au niveau économique, ça a une incidence, mais au niveau image aussi, dire qu'une brebis, je sais pas, les vaches laitières, elles font quoi, 2, 3 lactations, puis elles s'en vont. Et on a des brebis qui durent plus. Et l'objectif, c'est aussi qu'elles fassent plus de lactation. Et qu'elle soit pas réformée, qu'elle passe pas à l'abattoir au bout de lactation, quoi. Derrière, il y a un problème d'image Oui, bien sûr. de l'élevage. Oui. Et plus on ajoute des caractères, plus c'est compliqué, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que
C'est pour ça qu'on a besoin de cette efficacité-là. Et technique de manière générale, hein.